Shalom, shalom sur YouTube, shalom sur Facebook. Nous avons dû redémarrer le direct sur YouTube et Facebook parce qu'apparemment, depuis le début sur YouTube et Facebook, on ne nous entendait pas. Vous qui êtes YouTube et Facebook, je vais donc continuer, mais merci de me confirmer que vous m'entendez mieux maintenant et que le son est meilleur. Merci à vous sur TikTok. On va donc continuer. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient, n'oubliez pas de commenter, de partager, comme on sait que les réseaux aiment bien. Nous sommes en train de partager sur le thème couple épanoui malgré la crise économique. Et je vais commencer à rappeler que nous sommes dans des crises, pas seulement dans un pays ou dans l'autre, c'est une tendance mondiale. Il y a bien entendu des pays qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, mais nous devons savoir que c'est des choses normales, c'est des choses écrites, c'est des choses prophétisées. J'ai dit aussi, et c'est important de se rappeler, qu'un temps de crise, c'est un temps d'opportunité. C'est un carrefour, c'est une croix, on peut aller dans plusieurs directions. Ça stresse un peu parce que ce qu'on faisait qui avait toujours marché ne marche plus forcément. Mais c'est quand même un moment d'opportunité pour ceux qui savent se positionner. Et donc, il ne faut pas, quand il y a la crise économique, être découragé, penser qu'on est condamné à souffrir. Non, on est condamné à se réajuster, on est condamné à faire preuve de plus de sagesse, parce que le peuple de Dieu périt faute de sagesse. Et quand on est capable de faire preuve de cette sagesse-là, eh bien, on peut non seulement s'en sortir, mais on peut même prospérer dans les temps de crise économique. J'ai dit aussi, et je le rappelle, que les temps de crise sont aussi des occasions où avec Dieu nous avons l'opportunité d'apprendre à vivre dans l'abondance comme dans le manque. Ça fait partie de la sagesse, de la maturité d'un être humain et des couples aussi, que d'apprendre à être heureux, aussi bien quand tout va bien, quand on est prospère, quand on est dans l'abondance, que quand il y a le manque. La vie est faite de haut et de bas. Nous devons apprendre entre hommes et femmes, mais aussi à nos enfants, que la vie n'est pas un monde de bisounours. Il y a des saisons où on a beaucoup de choses, on a des saisons où on a moins. Les deux font partie de la vie et c'est entre les deux que nous devons toujours avec humilité naviguer si nous voulons pouvoir nous en sortir. Quand vous avez des situations de crise financière, ne les cachez pas à vos enfants. Quand dans une famille, par exemple, le père de famille va se retrouver en difficulté, soit parce que son revenu ne lui suffit pas, soit parce qu'il a une baisse de revenus, soit parce qu'il a des problèmes financiers, soit parce qu'il y a une crise. Il faut le dire à votre épouse, parce que votre épouse est sage. Votre épouse, si elle est une bonne épouse et qu'elle a été bien formée par sa maman, a appris à gérer une maison. Elle a appris à faire avec les ressources qu'elle a. Une bonne femme, et si votre femme ne sait pas le faire, il faut trouver une femme mature, comme la mienne qui forme beaucoup de gens dans ce sens-là, qui va lui apprendre à le faire. Une femme mature doit pouvoir faire manger sa maison, quel que soit ce qu'elle a. Quand elle a peu, elle doit savoir faire preuve de la créativité qu'il faut pour préparer des menus, de la nourriture, où tout le monde va être rassasié, même si c'est fait avec sagesse, avec créativité, tenant compte du petit budget qui est disponible. Elle va savoir recycler des choses. Par exemple, on a fait une sauce hier, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va devoir manger la même sauce aujourd'hui. Mais par exemple, elle va ajouter un ingrédient comme un peu de feuilles. Elle va transformer la friture d'hier, elle va mettre quelques feuilles dedans, ça va devenir une sauce légumes aujourd'hui. Hier, on l'a mangé avec telle chose, demain, on le mangera avec telle autre chose. Les mamans sages, nos grands-mamans, nos mamans sages, font preuve d'une grande créativité pour que, sans trop mettre la pression sur les chefs de famille, elles apprennent à réajuster le, comment dirais-je, le fonctionnement de la maison à la situation. Si en temps d'abondance, on peut acheter du poulet en quantité, faire des gros morceaux, tout le monde mange. La femme qui n'a pas de sagesse, quand les problèmes commencent à survenir, va commencer à mettre la pression sur son mari. On n'a pas d'argent, hein? Je n'ai pas l'argent du poulet et tu n'amènes plus assez d'argent à la maison. Mais la femme sage va évidemment chercher à comprendre avec son mari ce qui se passe, va prier pour son mari, va encourager son mari, au lieu de faire en sorte qu'il se sente petit, qu'il se sente incapable. Elle va l'encourager, elle va lui dire qu'elle lui fait confiance, elle va prier pour lui, elle va intercéder pour lui, mais elle, pour réduire la pression sur lui, va essayer de s'ajuster. Là où tout le monde mangeait des gros morceaux, elle va prendre toute l'initiative de faire des morceaux plus petits. Elle va prendre l'initiative que parfois on ne va pas mettre de la viande à table, mais qu'on va par exemple mettre autre chose qui est moins cher. On va mettre par exemple du fromage, ainsi de suite. Bref, retenons le point que une femme sage dans une maison, et un homme a intérêt à avoir une femme sage, est une femme qui est éduquée, préparée, conditionnée pour être capable de faire avec les ressources qu'elle a. Mais pour que votre femme puisse faire ça, vous devez lui dire la vérité. Si votre femme, comme certaines personnes, ne connaît rien à vos sources de revenus, ne connaît ce qui est mauvais, parce que vous savez, aucun de nous n'est éternel. Il y a des gens qui ont bâti des choses. Ils ont couru, ils ont géré des affaires, ils ont fait des investissements pour gagner de l'argent. Mais ils n'ont rien dit à leur femme. Écoutez, si vous ne pouvez pas faire confiance à une femme pour parler finances avec elle, mais vous lui faites confiance pour faire d'elle la mère de vos enfants, ça pose un problème.
Vous lui faites confiance pour manger tous les jours ce qu'elle prépare, avec tout ce qu'une femme de mauvaise foi peut faire de votre nourriture, ça pose un problème. Si on n'a pas une femme avec laquelle on peut parler argent en toute confiance, parce qu'elle n'est pas sage, parce qu'on ne lui fait pas confiance, comment fait-on pour lui faire confiance en mangeant chez elle? Comment fait-on pour lui faire confiance en couchant avec elle? Comment fait-on pour lui faire confiance en faisant d'elle la mère de nos enfants qui va éduquer nos enfants? Évidemment, nous les hommes, nous sommes parfois tellement peu sages que nous inversons les choses. Tu ne peux pas te marier avec une personne, vouloir vivre toute ta vie avec elle et ne rien lui dire de ta vie économique. Parce qu'au-delà des difficultés que cela pose dans la gestion des crises économiques, comme on le verra, ça pose un autre problème. Certains hommes décèdent et puis le jour de leur décès, leur femme ne sait rien. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent des millions à son mari, elle n'est même pas au courant pour le réclamer. C'est de l'argent perdu. Son mari a acheté des terrains quand j'étais dans l'immobilier, il en a à différents endroits, la femme n'est même pas au courant. Les gens qui ont aidé le mari à acheter les terrains n'informent pas la famille, n'informent pas les héritiers, le type a des enfants. Ses enfants ne jouissent pas de ses biens, personne ne jouit de ses biens, à part ceux qui les lui avaient vendus, à part les démarcheurs qu'il avait utilisés, à part les géomètres qu'il avait utilisés, parce que sa femme n'était au courant de rien. Il était actionnaire dans certaines sociétés. Il n'a rien dit à sa femme, parce qu'il ne lui fait pas confiance économiquement. Le jour où il meurt, personne ne réclame rien de tout ça. Il a tout perdu. Je plaide auprès des hommes, soyons sages et ayons des femmes sages. Évidemment, quand on est tous les deux dans la crainte de Dieu, quand on marche tous les deux avec foi en Dieu, quand on a la crainte de Dieu, on peut évidemment agir avec plus de sagesse et se faire mutuellement confiance, mais c'est quelque chose d'important. Donc quand vous avez une femme sage, elle ne va pas, quand vous avez des difficultés économiques, vous mettre la pression. Elle va plutôt vous aider à se réorganiser. Mais pour qu'elle vous aide à se réorganiser, il faut qu'elle sache ce qui se passe. Si avant tu gagnes 1 million par mois et que maintenant tu as difficilement 200 000 francs par mois, ne va surtout jamais t'endetter. En temps de crise, il ne faut jamais, jamais, jamais s'endetter pour le quotidien. On ne doit idéalement jamais s'endetter, nous dit la parole de Dieu, parce que la dette est un serpent qui va toujours vous créer des problèmes. Mais s'il faut absolument s'endetter, on ne devrait s'endetter que dans des situations exceptionnelles. Et cet endettement doit permettre de faire des investissements qui génèrent de l'argent. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un marché, je suis sûr que c'est par exemple un marché d'État, c'est un exemple. Je sais que je dois livrer des choses, on va me payer 10 millions. Mais pour ça, il faut 1 million pour pouvoir exécuter le marché. Quand j'ai un bon de commande clair, et celui qui donne le marché est crédible, je sais qu'on n'est pas en train de m'escroquer. J'ai 10 millions qui vont rentrer. Il me faut 1 million pour aller faire le marché. À la limite, je peux aller m'endetter. Encore que même là, il y a des situations qui arrivent et tout tourne mal. Mais là encore, je peux aller m'endetter en considérant que c'est une dette pour un investissement qui va rapporter non seulement l'argent que j'ai prêté, non seulement les intérêts que je vais devoir payer en plus, mais me générer des suppléments. Mais aller s'endetter parce qu'on veut porter un bijou en or, aller s'endetter parce qu'on veut acheter la dernière collection de tel tissu, aller s'endetter parce qu'on veut aller porter telle chaussure de grande marque, aller s'endetter pour organiser des cérémonies, des fêtes, des anniversaires, pour aller en vacances. Non, non, non. Si vous voulez vivre heureux, apprenez à vivre selon vos moyens. Vous savez combien vous gagnez, vous savez quelles sont vos charges incompressibles et vous devez vous organiser pour vivre dans vos moyens. Non seulement pour que votre argent suffise à ce que vous devez dépenser, mais que vous puissiez mettre de côté des choses qui vous permettent de pourvoir à des réserves, à des économies pour des moments d'urgence et pour de futurs investissements. Donc, votre épouse est votre partenaire dans la gestion de vos finances. Si vous avez 1 million, par exemple, de revenus, elle voit que l'argent est à flot, elle va prendre certaines habitudes. Elle a le droit, elle va vous demander à s'habiller, elle va vous demander des bijoux, elle va vous demander des choses, elle va faire des repas pompeux, agréables pour tout le monde, d'accord. Mais admettons que vous venez de perdre un contrat sur lequel vous aviez ces gros revenus. Dites-lui immédiatement, ne jouez pas l'orgueilleux, ne jouez pas le fier, pour continuer de maintenir le même train de vie, quitte à aller vous endetter pour l'assumer et montrer que vous êtes un homme. Dites honnêtement à votre femme que, les choses viennent de changer, je viens de perdre tel contrat. Ces temps-ci sont un peu délicats pour moi. Il nous faut resserrer les choses. Il nous faut nous serrer la ceinture, il nous faut limiter les choses au strict minimum en attendant de meilleures saisons. Parce que la promptitude avec laquelle, quand vos sources de revenus baissent, vous vous réajustez, va déterminer si vous allez vous enliser dans la crise ou si vous allez vite en sortir. Si lorsque vos revenus changent, vous changez rapidement vos habitudes pour les réaligner sur vos nouveaux revenus, vous n'allez pas créer de trop. Mais alors que vos revenus ont commencé à changer, par orgueil, vous refusez d'ajuster votre train de vie, non seulement vous n'avez plus d'argent pour le financer, mais vous commencez à faire des dettes, à creuser des trous. Et plus ces trous sont importants, plus il est difficile d'en sortir. Ne prenez jamais de dette pour aller payer une dette. Parce que vous allez vous enterrer dans des problèmes.
Et plus vous êtes enterré dans les problèmes, plus il est difficile d'en sortir. Quand vous avez des moments où les revenus baissent, ajustez votre train de vie. En commençant par les choses, il y a des choses qui ne sont pas des choses essentielles. Le loisir. Je ne dis pas de ne pas avoir de loisir en temps de crise, mais par exemple, peut-être qu'avant, on peut prendre des enfants, les sortir, aller dans un salon glacier, acheter des glaces à tout le monde, acheter des pizzas, acheter des choses coûteuses. Quand on en a les moyens, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'en a pas les moyens, il ne faut pas continuer de faire ça sous prétexte qu'on avait donné l'habitude aux enfants. Il faut dire honnêtement aux enfants, attention les enfants, dans la vie, il y a des hauts débats. Actuellement, papa est en difficulté. Priez pour papa d'abord, c'est normal dans la vie, mais ces temps-ci, on ne va pas pouvoir se permettre ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir. On peut sortir aller à la plage, un bon après-midi, avec notre ballon, avec nos nattes, et passer des moments merveilleux en famille. Mais en sachant qu'on a fait ce choix parce qu'actuellement, on n'a pas d'argent à les dépenser. On peut sortir à toute activité, on peut aller marcher, on peut aller faire pas mal de choses. On peut aller, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais on peut s'offrir de loisirs autrement. Si avec votre femme, vous avez l'habitude, par exemple, d'aller au restaurant de temps en temps pour vous faire plaisir, et actuellement, le contexte ne vous permet plus de le faire. Oui, vous ne pouvez plus vous permettre ce genre de choses, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus rien vous permettre. Vous pouvez, par exemple, décider les soirs de sortir ensemble et d'aller, par exemple, comment dirais-je, d'aller, par exemple, marcher en amoureux, par exemple. Vous venez de finir de manger, ça vous fait même l'occasion de pouvoir digérer, vous sortez dans votre quartier en amoureux, vous parlez, main dans les mains, ou bras dessous, vous allez peut-être vous arrêter quelque part, vous prendre un coca simplement pour vous faire plaisir, ou alors vous achetez des coca vous-même à la maison que vous avez mis au frigidaire. On peut réorganiser la vie pour se donner des moments de plaisir, parce qu'ils sont importants aussi, parce que quand dans la crise, vous ne vous donnez pas un minimum de moments de plaisir pour entretenir votre morale, vous allez avoir du mal à prospérer. Parce qu'il ne faut pas attendre de régler tous les problèmes pour être heureux, pour être en paix. Bien au contraire, la sagesse de Dieu nous prouve que nous devons cultiver un état d'esprit de paix, de bonheur, pour avoir la nature qui attire la prospérité. Il ne faut donc pas couper tout ce qui permet le bien-être, le sport, le plaisir, le loisir. Il ne faut pas le couper systématiquement. Mais il faut le réorganiser. Moi, quand par exemple, je n'ai pas beaucoup d'argent, là où parfois j'allais dans certains restaurants avec les enfants, on peut s'asseoir, manger pour des grandes sommes. Là, je dis actuellement, papa n'a pas d'argent. Je sors avec vous, on va se balader, mais après, on va passer chez le vendeur de tchatchanga. Je vais vous acheter des tchatchangas avec du pain. Ça va peut-être être 1000 francs pour chacun. Là où avant, j'aurais pu aller dépenser pour chacun 5-10 000 francs dans un restaurant. La vie est faite de hauts et de bas. L'apôtre Paul nous dira, j'ai appris à vivre dans le manque et dans l'abondance. Le père de famille et la mère de famille doivent sans faire des cachotteries. L'homme veut prouver qu'il a l'argent là où il n'en a pas. La femme met la pression à l'homme. Amène de l'argent. Pourquoi tu n'as pas encore payé ici? Non. Il faut s'entendre pour s'ajuster. Plus vite vous vous ajustez, mieux ça va aller. Il y a des moments, une fois que par exemple, vous allez avoir de grosses dettes qui sont là. Vous allez par exemple avoir 1 million de dettes. Mais pendant que vous avez 1 million de dettes, vous avez peut-être un téléviseur, un grand écran de télévision qui coûte quasiment 1 million dans votre salon. Alors que peut-être aucun de vous n'a beaucoup de temps. En tout cas, si vous êtes comme mon épouse et moi, on n'allume jamais la télé. Bon, je n'ai qu'un exemple. Peut-être que vous avez un grand salon, un salon de luxe, il vaut plusieurs millions. Alors que vous ne recevez presque jamais personne. En tout cas, si vous êtes comme moi, je ne reçois personne chez moi. Autant je suis ouvert et très très public à bénir tout le monde, autant je reçois quasiment jamais personne dans mon intimité. Donc, le salon n'est que pour ma famille et moi. Je ne reçois presque jamais personne chez moi. Je n'ai qu'un exemple que je vous donne. Mais quand vous avez besoin d'argent, quand vous avez un salon qui vaut des millions, vous avez un écran qui vaut des millions, vous avez parfois d'autres appareils qu'on achète quand on est dans la prospérité et qui coûtent parfois cher. Mais quand vous commencez à avoir des problèmes économiques, n'hésitez pas à prendre des choses qui ne sont pas l'essentiel et vendez-les. À quoi ça vous sert d'être endetté? D'être en train de vous demander comment payer vos créanciers, d'être en train d'avoir l'impression, pendant que vous avez dans votre maison des choses qui ont une certaine valeur, mais que vous n'utilisez pas couramment, alors que de l'argent est immobilisé là. Dans certains moments aussi de crise, c'est le moment de vendre des terrains que vous auriez achetés. Dans certains moments de crise, par exemple, vous avez peut-être une grosse voiture qui est luxueuse, mais qui consomme beaucoup d'essence. C'est le moment de la vendre pour récupérer de l'argent, acheter soit une petite voiture qui est très très peu consommatrice, ou même parfois, ça dépend, si vous êtes déjà une famille avec plusieurs enfants, c'est parfois indispensable de conserver une voiture, mais quand vous êtes un jeune couple, vous n'êtes que votre mari et votre femme, parfois vous pouvez même vendre votre voiture, revenir à une moto, le temps de transition. Mon expérience et l'expérience de beaucoup de personnes que je coach et que je conseille me prouvent que quand lors des situations de pression financière, de crise, on est capable humblement, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la déchéance, on est capable humblement de se réajuster rapidement et de faire les choix qui permettent de s'ajuster à la saison dans laquelle on est.
aux ressources qu'on a actuellement, eh bien, on va généralement traverser la crise très rapidement. Ce qui aurait pu être une crise qui vous enlise va être juste un moment de secousse un peu. Vous allez vous en sortir. Ce que vous avez vendu, si vous voulez, vous le rachèterez. Vous rachèterez peut-être mieux. Et vous allez maintenant vous reprendre votre train de vie. Dans les moments aussi où ça va bien, c'est le moment aussi d'investir. Parce que quand vous n'en avez pas l'habitude, quand vous avez l'argent, on dépense tout l'argent pour se faire plaisir. Mais à un certain moment, quand vous avez traversé certaines crises, vous apprendrez quand l'abondance arrivera à mettre, non pas de manière aléatoire, mais de manière rigoureuse, l'argent quelque part. Vous allez par exemple dire, chaque fois que l'argent arrive, je mets ma dîme de côté, mais je mets peut-être aussi 10% d'économie de côté. Pour les jours où il y aura des urgences ou pour pouvoir me constituer un capital que je vais utiliser pour faire des investissements. Je n'entrerai pas trop dans les investissements aujourd'hui, je vous ferai un autre direct un jour que je prépare sur comment investir. Pas besoin d'aller forcément à la bourse, mais comment investir sainement. Ne pas se faire escroquer, mais pouvoir placer son argent parce qu'il est bon de travailler pour gagner de l'argent. Mais les riches ont en commun aussi le fait qu'ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent, ils font travailler leur argent. Pendant qu'ils font différentes choses qui leur font plaisir, ils ont mis leur argent quelque part qui est en train de travailler et l'argent travaille comme un salarié quelque part qui rapporte de l'argent pour eux. Pendant que eux, c'est pas qu'ils dorment, ils font des choses qui leur plaisent ou ils font parfois une activité, mais leur revenu, ce n'est pas que le revenu de leur activité directe. Une partie de leurs revenus viennent de ce qu'ils font de leur temps, mais une grande partie de leurs revenus, et c'est le cas de la plupart des riches, viennent de leur argent qu'ils ont placé, qui travaille pour eux. Mais il faut qu'avec votre épouse, vous vous organisez pour vivre en dessous de vos moyens, pas au-dessus de vos moyens. Vous ne pouvez pas avoir un revenu total de 200 000 francs, par exemple, et avoir un appartement qui coûte 100 000 francs le loyer. Non, parce qu'il doit y avoir aussi des proportions. Dans les temps de crise aussi, il faut se débarrasser de tous les choix d'orgueil. Ah oui, moi je ne porte que du wax. Ça ne veut rien dire du tout. Pourquoi aller porter un tissu, par exemple, qui vaut très 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 cher et que, à part quelques connaisseurs de loin, la plupart des gens ne vont même pas faire la différence. Quand vous avez des tissus, en termes d'apparence et de possibilité de s'habiller, équivalent 10 fois moins cher. En réalité, on porte des habits combien de fois? Tout est vanité. Il y a des gens, je vois des gens qui disent, ah, je ne porte jamais la même chemise 2 fois, je ne porte jamais la même robe 2 fois, je ne porte pas tel genre de tissu, je ne porte que tel genre de tissu. C'est de l'illusion, c'est de la futilité, c'est de l'orgueil, dans lequel nous claquons beaucoup d'argent qui aurait pu nous permettre de vivre mieux, ou qui aurait pu nous permettre de faire des réserves pour faire fructifier notre argent et pour nous assurer un bon train de vie. Vous allez voir les gens riches s'habillent simplement. Leur montre ne coûte pas cher, leurs habits ne coûtent pas cher. Ce n'est pas qu'ils portent n'importe quoi, ils portent des choses de qualité. Parce qu'attention, les pauvres ont tendance à acheter des choses qui ne sont pas de qualité et qui coûtent pas cher, c'est vrai. Mais attention, la notion de prix est relative. Parfois, vous avez un objet, par exemple, je donne un exemple, qui coûte peut-être 10 000 francs. Mais vous savez, peut-être un sac, par exemple, à main. Vous savez qu'il coûte 10 000 francs, mais quand vous l'achetez, c'est de la qualité, vous en avez pour 10 ans. Un autre va vouloir aller acheter un sac qui peut-être coûte 5 000 francs en disant qu'il fait des économies. Mais c'est un sac qui, dans 6 mois, sera déjà gâté. Celui qui a payé 10 000 francs pour avoir un sac qui va durer 10 ans a été plus économe, a fait un meilleur investissement que celui qui a payé 5 000 francs pour un sac qui, dans 6 mois, dans un an, sera jeté à la poubelle. Donc, les riches ne veulent pas et souvent ne vont pas porter des choses luxueuses qui coûtent cher, les grandes marques. Là. Aucun riche ne porte de marque. C'est les pauvres qui portent de grandes marques pour se donner l'illusion d'être riche. Aucun riche ne porte de marque. Quand tu prends un riche, tu regardes ses chaussures, ça ne vaut rien en valeur. C'est propre, c'est élégant, mais c'est fonctionnel, c'est pour être confortable. Ce n'est pas de grand prix. Un riche ne va jamais porter une chaussure 300 000 francs. Non. C'est les pauvres qui font des choses comme ça. Un riche ne va jamais acheter une valise qui vaut 500 000 francs. C'est les pauvres qui font des choses comme ça. Un riche ne va jamais porter une chemise qui coûte 150 000 francs sous prétexte que c'est telle marque. Non, ça ne veut rien dire. Et c'est justement parce que les pauvres ont ce genre d'habitude qu'ils ne peuvent pas devenir riches. Parce que l'argent qu'ils prennent pour des futilités comme ça, pour faussement essayer de te donner l'impression qu'ils ont de la valeur, c'est de l'argent qu'ils auraient dû mettre de côté. D'abord pour vivre plus heureux, au lieu d'essayer de paraître riche. Mais surtout, c'est cet argent-là qui investit intelligemment, va être en train de travailler pour eux, va générer des revenus qui vont s'ajouter à leur salaire et qui vont leur permettre de prospérer. Parce qu'être riche individuellement ou en couple, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. L'argent, c'est du papier, ça va, ça vient. Être riche, c'est avoir une vie organisée et structurée de telle sorte qu'elle produit constamment de l'argent. Une machine, une vie qui est capable d'attirer à vous tous les jours, quel que soit le besoin, ce qu'il vous faut pour vivre heureux. Voilà ce qu'on appelle la richesse. On peut ne rien avoir ce soir, mais être riche parce qu'on a des placements, des investissements, des maisons, des choses qui, par exemple, toutes les semaines vous apportent de l'argent. Si, toutes les semaines, j'ai des choses qui m'apportent 2 millions, même si tu me prends peut-être la veille ou 2 jours avant le moment où m'apporte l'argent, je n'ai rien, je suis plus riche que toi qui as 100 000 francs en poche, parce que moi j'ai des choses qui toutes les semaines m'apportent tel nombre d'argent. C'est ça la vraie richesse. Il faut donc que dans un couple,
les deux, ils pensent que les deux soient sages. Mais si l'un est moins sage que l'autre, ça dépend de nos éducations, de nos parcours. Celui qui est plus sage doit prier avec la grâce de Dieu, amener l'autre à comprendre ces enjeux-là, et afin que les deux membres du couple s'entendent pour avoir une conduite ou une ligne de conduite commune. Parce qu'un couple, ce n'est pas des gens simplement qui s'aiment, c'est des gens qui vont marcher ensemble dans la même direction. S'ils ne partagent pas un certain nombre de valeurs, ils ne peuvent pas y arriver. Si l'un est du genre, par exemple, à vouloir paraître, je connais des femmes, par exemple, elle ne veut porter que des lessives, 300 000 francs l'unité, 500 000 francs l'unité. Quand il y a une fête, elle est capable de gaspiller 5 millions juste pour faire un anniversaire de décès de son père. Le mari n'est pas très content, mais manquant d'audace, manquant d'autorité, il laisse sa femme faire. Mais quand une femme est assez insensée pour juste dans des anniversaires, claquer 5 millions, 10 millions. Et ces 10 millions, c'est quoi? On a apporté les scies, on a acheté des boissons de marque telle n'a pas, on a fait des trucs décoratifs et comme ça. Quand vous claquez de l'argent dans des futilités comme ça, admettons même que vous êtes dans une saison où il y a de l'argent qui arrive, eh bien la vie vous le fait rapidement regretter. Parce que vous allez avoir après des choses importantes à faire et vous n'aurez pas d'argent pour ça. Mais quand dans un couple, vous n'avez pas la même vision de la sagesse financière, que l'un est du genre à vouloir paraître à gaspiller, alors que l'autre a le souci de gérer les choses de sorte à ce que nous ne manquions pas du nécessaire, que nous ayons même structurellement de quoi pouvoir l'avenir. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Vous gagnez beaucoup d'argent aujourd'hui. Gérez-le en sachant qu'un jour viendra, j'espère pas définitivement, où vous en gagnerez beaucoup moins, parfois vous n'en gagnerez pas. Une maladie peut arriver, une situation peut arriver où vous n'aurez aucun revenu. À ce moment, il faudra pouvoir avoir des économies ou des placements ou des sources de revenus qui sont activées pour vous. Nous oublions aussi souvent que nous ne vivons pas jeunes et forts éternellement. Regardez dans le monde d'aujourd'hui où il n'y a plus beaucoup d'États qui emploient les gens de telle sorte qu'on a des postes de fonctionnaires à vie. On est tous les jours obligé de courir pour gagner sa vie. Mais on fait ça encore quand on est jeune. 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça peut aller. Mais 60 ans n'est pas loin. 50 ans n'est pas loin. 70 ans n'est pas loin. Et plus n'est pas loin. C'est pendant que vous êtes jeune, en tant que couple, vous claquez tout votre argent pour paraître, pour vous habiller, pour voyager, pour paraître et comme ça. Vous vous retrouvez rapidement à un âge où vous n'avez rien réalisé. Parfois, vous n'avez même pas de terrain. Parfois, vous n'avez pas de maison. Vous n'avez même pas non plus investi dans l'éducation de vos enfants pour qu'ils aient fait de grandes études pour être sûr qu'ils vont réussir demain. Et puis, vous vous retrouvez au soir de votre vie. Vous n'avez encore rien réalisé. Vous êtes encore en train de vous chercher. Non. Il faut que très tôt dans votre vie, vous preniez de bonnes habitudes en sachant que la vie est brève et en couple. Si on ne peut pas s'entendre, s'accorder pour faire preuve de sagesse, ça peut être très très difficile. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir que la prospérité n'est pas liée qu'à nos revenus. L'une des erreurs que nous faisons souvent, c'est de croire que nos revenus sont ce qui détermine notre prospérité. Non. Tout don parfait descend de Dieu. La prospérité est une grâce de Dieu. Quelqu'un peut avoir un plus petit salaire que vous, mais parce qu'il croit en Dieu et parce qu'il respecte certaines règles spirituelles liées à l'argent, il va se retrouver, peut-être vous commencez votre carrière ensemble, vous gagnez 500 000 francs par mois, lui gagne 150 000 francs par mois, je le vois tous les jours. Au bout de 5 ans de carrière, parfois celui qui gagne 150 000 francs par mois a réalisé beaucoup plus de choses que celui qui gagne 500 000 francs. Parfois celui qui gagne 500 000 francs, 1 million, n'a même pas encore de maison. Celui qui gagne 150 000 francs, 200 000 francs a son terrain, il a sa petite maison, il est dedans avec sa famille. Notre prospérité n'est pas fonction seulement de ce que nous gagnons. C'est d'abord fonction de ce que nous gagnons, un peu. C'est fonction du style de vie que nous avons. Parce que beaucoup d'erreurs, l'une des erreurs que nous faisons souvent, c'est d'aligner notre train de vie à ce que nous gagnons. Par exemple, tu étais là, tu n'avais pas de revenus. Donc tu te débrouillais avec 25 000 francs par mois, 30 000 francs par mois, tu t'en sortais très bien. Tu as un emploi qui te donne 300 000 francs par mois. Pourquoi tu changes ton train de vie? Tu peux continuer de vivre comme tu veux avec 30 000 francs, peut-être en ajoutant le déplacement pour aller régulièrement au bureau, peut-être dépenser si c'est trop 100 000 francs par mois et vivre heureux, tout en gagnant 300 000, mais en bloquant tous les mois 200 000 francs de côté. Tu fais ça pendant un an, tu as 2,4 millions. Pendant 5 ans, regarde ce que tu as. Tu as un gros capital avec lequel tu peux faire beaucoup d'autres choses. Et si tu le places au fur et à mesure, tu as non seulement de l'argent qui s'amasse, mais tu as des sources de revenus. Mais la plupart des gens, quelle erreur nous faisons? Et ça aussi, c'est quand dans le couple, on n'a pas la même vision de la prospérité. C'est parfois la femme qui pousse l'homme à faire ce genre d'erreur ou l'inverse. Là où peut-être tu étais dans une entrée couchée ou dans une chambre salon, acceptable quand même, parce que tu as plus d'argent, tu te prends une villa. Villa, c'est plus cher, villa, c'est gardien, villa, c'est électricité plus importante, toutes les factures sont plus importantes, les coûts augmentent. Parce que tu gagnes plus d'argent, tu te prends en location, ce n'est pas ta maison, en location une maison plus grande. Tu gaspilles beaucoup d'argent chaque mois, juste pour te donner l'illusion que tu as évolué. Non, évoluer parfois, c'est que quand rien ne te bouscule, surtout si tu n'es pas encore marié. Et si tu es marié et que tu n'as pas encore une grande famille,
tu vis au serré, tu vis en te restreignant un peu, sachant que les suppléments qui arrivent là, on les met de côté pour faire de grandes choses. On ne claque pas tout l'argent qu'on gagne dès qu'on commence à le gagner. Mais évidemment, pour ça, il faut être avec une femme qui t'aime, avec un homme responsable, et ensemble avoir le souci de votre avenir. On dit qu'il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Quand vous savez où vous allez, en termes de volonté de construire une vie heureuse pour vous et pour vos enfants, il y a des choix que vous allez faire. Donc, il est très important de savoir que la prospérité, ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on gagne. C'est aussi la sagesse pour le gérer. C'est la bénédiction de l'Éternel. Quelqu'un qui, quand il pense aux revenus, ou une famille dans laquelle, quand les gens prennent leurs revenus, ils payent immédiatement leur dîme. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs finances dans la main de Dieu. Ils en chassent des fourreurs. Ils ouvrent les écluses du ciel sur leur vie. Ils vont voir une différence. Par exemple, quand vous êtes quelqu'un qui paye régulièrement vos dîmes, par exemple, vous allez avoir des miracles financiers. Vous allez par exemple aller au marché, vouloir acheter des choses qui sont peut-être, je ne sais pas, à 5 000 francs. Vous allez négocier pour dire, je veux ça à 3 000 francs. Et normalement, la dame n'est pas censée vous le concéder. Vous allez par exemple voir parfois la dame vous dire, mais ce n'est même pas rentable, papa, je ne sais pas pourquoi je vous le vends. Ce n'est pas rentable, maman, je ne sais pas pourquoi je vous le vends, mais bon, je vous le vends. Vous allez voir par exemple des gens qui vous vendent des choses en dessous du prix comptant. Vous allez voir des gens qui vous font des cadeaux. Vous allez tomber sur des nouvelles, des nouvelles sources d'approvisionnement. Par exemple, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire en temps de crise. Vous avez peut-être l'habitude d'aller dans un supermarché. C'est votre supermarché attitré, c'est là que vous faites tous vos achats. Vous avez l'impression que le prix sont bons, vous faites tous vos achats là-bas. Mais ce n'est pas vrai que votre supermarché est toujours le moins cher. Ou alors, il peut être le moins cher en certains produits, mais pas en tout produit. Vous avez l'habitude d'aller là-bas, vous achetez tout là-bas. Mais quand vous allez commencer à chercher un peu, parler à d'autres personnes, visiter d'autres supermarchés, vous allez découvrir que telle chose que vous avez l'habitude d'acheter à tel endroit à 4 500, dans la même ville, il existe un autre supermarché qui le vend à 1 500, c'est-à-dire 3 fois moins cher. Il y a des choses que vous prenez à 3 000 francs, vous allez la trouver à 800 quelque part, à 900 quelque part. Il y a la possibilité qu'on commence à faire preuve de sagesse et à désirer gérer au mieux son argent, d'arriver à acheter quasiment les mêmes choses, mais moins cher, parce qu'on a changé de fournisseur. Je ne vais pas faire de compte publicitaire des gens, mais il y a des choses que moi j'achetais souvent, couramment, sans même faire attention au prix. Quand j'ai commencé à faire attention, j'ai estimé que le prix, est-ce qu'on ne peut pas trouver moins cher? Je ne vais pas chercher 24 heures pour trouver des fournisseurs faisant moins que la moitié du prix. Et je le fais quasiment pour tous les produits maintenant. Et je vois une différence majeure. Autre chose, les marques. Tu as peut-être l'habitude pour tel produit, par exemple ton savon, d'utiliser telle marque. C'est ça que tu as toujours acheté. Peut-être, ou bien pour ton lait de corps, tu as peut-être toujours acheté un lait de corps qui te coûte peut-être, je sais pas, 4 000 francs de lait de corps. Pour, je sais pas, un demi-litre. Bon, ça te paraît normal, c'est un bon lait de corps, tu es habitué. Mais dans les temps de crise, il faut te demander, est-ce qu'il n'y a pas de lait de corps équivalent, parfois meilleur, ou même quand ce n'est pas équivalent, à peu de choses près, ce n'est pas différent, mais qui coûte beaucoup moins cher? Ça peut être une autre marque. Dès que tu commences à chercher, presque toujours, tu vas découvrir que tu peux arriver au même résultat, avoir un lait de corps qui va te donner la même satisfaction, mais peut-être la moitié ou le tiers du prix de l'autre. Pris individuellement comme ça n'a l'air de rien. Mais quand tu le fais sur beaucoup de choses, aussi bien les choses qui rentrent dans la nourriture, les choses, parce que les choses qu'on utilise le plus, c'est les choses qui rentrent dans la nourriture, les choses pour l'entretien du corps, brosse à dents, dentifrice, savon, lait de corps, c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Quand vous arrivez à faire des économies sur ces choses-là, pas toujours en vous privant, parce que quand on dit économie, on dit, ah bon, tout est important. Oui, on doit tout avoir. Mais tu peux par exemple avoir l'habitude d'aller en pharmacie, acheter un savon par exemple à 1 500 le pain de savon. Quand tu es en abondance, mais un jour tu découvres que tu peux aller acheter par exemple du savon noir, authentique, original par exemple du Ghana, qui est très efficace, encore meilleur pour la peau, ou pour le prix que tu mettais dans un pain de savon, tu as l'équivalent de 10 pains de savon. Avec quasiment de meilleurs résultats pour la peau. Mais c'est des choses que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour regarder. Et ça, c'est la responsabilité dans une maison d'une femme sage. On avait peut-être l'habitude d'acheter telle marque de pâte alimentaire, telle marque de riz. Oui, on l'aime bien, d'accord. Mais dans les temps de crise, n'y a-t-il pas un riz qui coûte la moitié du prix, qui nous permettrait quand même de manger du riz et qui nous permettrait, à plein de réductions comme ça après, de diviser notre budget par deux? C'est ça la différence entre l'argent qu'on a, le revenu qu'on a et le pouvoir d'achat. Le revenu que tu as, c'est combien tu as en argent. Le pouvoir d'achat, c'est combien de valeur tu es capable d'acquérir avec. Souvent, nous faisons des achats mécaniques. Nous ne prenons pas la peine. Sur TikTok, je nous invite, s'il vous plaît, à tapoter parce que TikTok nous dit que le direct est un peu passif. Donc, merci de tapoter. Et pareil, hein, Facebook, YouTube, n'hésitez pas à tapoter aussi. Donc, quand nous prenons la peine de nous renseigner un peu, de regarder dans d'autres supermarchés, et parfois on va dans les grands supermarchés, ils ont parfois certains produits que les autres n'ont pas. Ils ont parfois de bons prix, mais parfois ils ont des prix très élevés.
Il y a certains supermarchés qui ont l'air d'être moins visibles, qui sont dans des coins pas terribles. Mais vous rentrez dedans, vous allez trouver parfois le même produit, ou un produit équivalent, peut-être d'une autre marque, venant peut-être d'un autre pays, mais beaucoup moins cher. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire aussi dans les temps de crise. Dans les temps de crise aussi, il faut revoir vos habitudes. Peut-être qu'avant, vous aimiez manger, je ne sais pas, des frites de pommes de terre. Mais peut-être qu'en certaines saisons, il faut donner à vos enfants l'expérience aussi des frites de manioc, par exemple, ou des frites de patates douces, ou des frites d'igname, par exemple, que peut-être même les enfants, il ne faut pas le faire, parce que tout est une question d'état d'esprit, il ne faut pas le faire dans les gens, maintenant on n'a plus l'argent d'acheter des frites de pommes de terre, les enfants, contentez-vous des frites d'igname. Quand c'est comme ça, vous positionnez négativement l'alternative. Les enfants pourraient mal réagir. Mais parfois, quand vous faites des expériences avec des enfants, quelque chose qui coûte beaucoup moins cher pourrait se révéler être finalement encore plus savoureux, encore meilleur pour les enfants qui vont le préférer à l'autre chose. Ainsi de suite. Donc, là, je parle de la sagesse, de la créativité pour accroître votre pouvoir d'achat. Même si vos revenus ne s'accroissent pas, vous avez la possibilité en questionnant vos dépenses. Est-ce que c'est la seule chose qu'on peut acheter pour avoir ce résultat? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où on peut l'avoir moins cher? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où on peut avoir un produit équivalent? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part où on peut avoir quelque chose qui fait la même chose beaucoup moins cher? Et est-ce qu'on ne peut pas remplacer ce produit-là carrément par autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire les choses? Quand avec votre femme, vous êtes capable, merci Demox pour tes cadeaux, que Dieu te bénisse. Quand vous êtes capable de faire cet exercice-là en famille, même si vos revenus n'augmentent pas, parfois même quand ils baissent, vous allez maintenir un certain confort familial. Je disais aussi donc que la prospérité est une question de grâce de Dieu. Quand vous êtes fidèle au principe spirituel de la prospérité, donc par exemple d'honorer vos dîmes, d'être généreux, l'un des principes de la prospérité, c'est de semer et de récolter. Plus vous êtes généreux envers les autres, plus Dieu suscitera les gens pour être généreux avec vous. Quand par exemple, vous consacrez une partie de vos ressources à faire du bien aux autres, Dieu va toujours susciter des gens qui vont faire du bien. Parce que la vie n'est pas linéaire. Admettons, tu as des revenus aujourd'hui. Ça, c'est le fait de ton travail peut-être. Mais Dieu peut faire un miracle. Tu as un nouveau client qui rentre et lui seul, il te rapporte 10 fois plus que tous tes autres clients réunis. Tu peux, par exemple, j'ai déjà vu ça dans les églises, être là en train de chercher l'argent, faire économie pour acheter un terrain. Tu n'as même pas encore pu avoir l'économie pour acheter le terrain jusqu'à ce que tu vas construire une maison. Dieu bénit quelqu'un dans ton église, par exemple. Lui, il construit une nouvelle maison. Il s'apprête à mettre son ancienne maison en location. Ça, j'ai déjà vu ça. Et dans un sens, Dieu lui dit, non, cette maison que tu as construite, c'est pour toi. L'ancienne maison que tu avais, elle est pour toi. Mais tu vas la mettre en location, elle n'est plus pour toi. Prends la clé. Tu as vu tel frère dans l'église là. Tu as vu telle soeur dans l'église. Va lui remettre la clé. Je lui donne cette maison. Dieu qui t'a béni et qui t'a par exemple donné un grand marché. Tu as construit ta maison. Te dit, l'ancienne maison, prends-la. Va me l'offrir à telle personne. Tu es quelqu'un pour refuser si tu es un vrai chrétien. Donc, pendant que vous faites des petites économies pour construire votre maison, si vous êtes un croyant et que vous invoquez le Dieu de grâce, le Dieu des miracles, j'en ai vu régulièrement, aussi bien sur des maisons, sur des motos, sur des voitures, sur des garde-robes, sur des appareils photo, pour des gens qui étaient photographes. Nous avons un Dieu qui est capable, autrement que par vos économies, de vous faire des miracles, de vous ouvrir des portes. Par exemple, tu cherches peut-être à acheter un équipement pour faire un travail, pour accroître ta production. Tu n'en as pas les moyens. Dieu te fait la grâce, un gros client te passe une commande, il te donne l'avance, c'est avec son argent que tu achètes ta machine. Non seulement ça devient un nouveau contrat pour toi, tu as ton équipement. Donc tout n'est pas une affaire de j'ai pu faire des économies jusqu'à j'ai réalisé. Il y a des choses qui sont le fait de la grâce de Dieu. Donc si en couple vous voulez prospérer, il faut vous entendre aussi pour respecter les lois spirituelles de la prospérité. Les dîmes sont importantes. Faire les choses honnêtement. Vous ne pouvez pas, par exemple, être en train de vendre de l'alcool. Vendre de l'alcool, ce n'est pas mauvais en soi, mais vendre de l'alcool en poussant les gens à se saouler. Il y a des gens qui vendent de l'alcool, qui font des sortilèges pour que quand les gens s'asseyent pour boire, ils se saoulent, ils boivent, ils exagèrent. Et que plus les gens sont malheureux, plus vous gagnez de l'argent. Bien mal là qui ne profite pas. Vous n'avez jamais réalisé quoi que ce soit de bon avec ça. Quand votre activité économique consiste à faire des choses qui sont nuisibles aux gens, vendre des produits mauvais, vendre des produits qui gâtent la santé des autres, faire des choses que vous savez ne peuvent pas être bon pour les autres, vous ne pouvez pas prospérer et être béni en couple si vous ne voyez pas ce que votre activité honore Dieu. Et dans un couple, vous devez être gardien l'un de l'autre. Veillez à ce qu'ensemble, vous fassiez les bons choix pour que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos finances. Vous verrez alors beaucoup de choses bien se passer à ce niveau. Il faut savoir aussi que notre prospérité est une question d'état d'esprit. La parole de Dieu dit que nous sommes comme les pensées de notre cœur. Quand tu dis, par exemple, ou que tu crois que tu es pauvre, tu es d'une famille de pauvres, et dans votre famille, tout le monde a toujours été pauvre, donc tu t'attends à être pauvre, tu te considères comme un pauvre, et tu dis, j'ai une petite entreprise, je fais un petit commerce. Vous voyez, l'état d'esprit, à la parole,
des paroles de découragement, des paroles de manque de foi, des paroles parce que la vie et la mort sont pouvoir de la langue. On dit oui, j'ai une petite activité, j'ai un petit commerce. C'est toi-même, au lieu de te voir comme Dieu te voit, au lieu de regarder les promesses de Dieu, au lieu de réaliser que Dieu t'a créé grand, au lieu de réaliser qu'avec Dieu tu peux tout, au lieu de réaliser qu'avec Dieu tu feras des exploits, au lieu de vivre en regardant à la gloire, à la capacité de ton Dieu de te bénir et de vivre en conséquence, non seulement dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, parce que la prospérité et le succès en Dieu en général, c'est le fait de notre état d'esprit, mais c'est aussi le fait de notre manière de parler, ou c'est le fait de notre manière d'agir. Celui qui sait que son Dieu est là et peut faire des miracles avec lui, il ne va pas agir comme celui qui pense qu'il n'y a personne dont il ne doit prendre aucun risque. Notre état d'esprit, notre manière de parler et notre manière d'agir, cohérente avec notre foi en Dieu, sont très importants. Et quand on est en couple, c'est encore plus important. Parce que seul, parfois, on fait les choses. Mais à deux, parfois, on veut avancer dans une direction. Si votre partenaire ne vous suit pas, vous n'allez pas y aller. Or, vous avez une seule destinée commune. Il faut donc vous accorder pour être capable d'agir efficacement. Il faut prier l'un pour l'autre. Si vous travaillez tous les deux, priez l'un pour l'autre. Si le mari est celui qui est pouvoir revenu, la femme ne veut pas constamment lui mettre la pression, le menacer, le maudire, souhaiter qu'il ne gagne pas d'argent de peur qu'il mette ça dans ses maîtresses. Parce que ça, c'est l'une des choses qui détruisent les couples. Si vous ne vous accordez pas sur les objectifs, si parce que par exemple l'homme est un coureur de jupons, chose qui va toujours amener à malédiction, l'une des choses qui détruisent une grande destinée d'homme, c'est les femmes. Si vous êtes un homme à femme, capable de coucher avec n'importe qui, une maîtresse à gauche, une maîtresse à droite, vous allez de femme en femme, vous n'allez jamais prospérer. Aucun homme qui veut aller loin dans la vie, économiquement ou en termes de puissance, ne devient ou ne se permet d'être un homme à femme. Donc, si vous êtes un homme à femme, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous allez perdre beaucoup d'onction, vous allez perdre beaucoup d'argent dans des relations extra-conjugales. Et parce que vous êtes un homme à femme et que votre femme, même si elle ne le dit pas, même si elle ne peut rien faire, le soupçonne, la femme qui se sent cocufiée, qui sent son mari à des maîtresses, réalise bien, et c'est souvent vrai, que le mari dépense autant sinon plus d'argent dans ses maîtresses qu'en elle. Il estime donc que plus il a de l'argent et plus ça marche pour lui, ce n'est pas toujours faux, et plus il entretient des relations extra-conjugales. Consciemment ou inconsciemment, votre femme va se mettre à désirer que vos affaires ne marchent pas. Elle ne dira pas comme ça qu'elle veut que vous soyez pauvre, parce qu'elle aussi elle en profite. En tout cas, si vous êtes un homme sérieux. Encore qu'il y en a qui sont assez irresponsables pour entretenir des maîtresses dehors, sans même donner à manger à leur femme et à leurs enfants à la maison, sans même avoir payé le loyer à la maison. Mais certains payent des deux côtés. Mais dès que d'un côté, votre épouse se rend compte que vous êtes un homme à femme qui gaspille l'argent dehors, elle se retrouvera secrètement à souhaiter que vous ayez moins d'argent, un peu comme pour pouvoir moins entretenir des maîtresses et donc moins la tromper. Ce genre de choses fait que quand vous commencez à être un homme à femme, du fait simplement de l'état d'esprit, de la prière secrète, de la volonté du cœur de votre conjoint, vos affaires périclitent. Demandez à beaucoup d'hommes dont les affaires ont marché, qui les ont perdues. Ça a été pour beaucoup parce qu'ils se sont lancés dans des relations extra-conjugales. Au-delà de tous les démons qu'on va ramasser, parce qu'une fille avec qui vous couchez, elle couche aussi avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est un peu comme des cocktails Molotov. Quand deux personnes vont ensemble, ils font un. Que ce soit physiologiquement, que ce soit spirituellement. Quand vous allez avec une fille, elle a couché avec des gens qui ont esprit de ci, esprit de ça, esprit de ça. Elle les a tous ramassés. Elle vient coucher avec vous. Elle vous donne ces mauvais esprits. Et vous ramassez ces mauvais esprits, vous l'entrez dans votre famille. Si vous voulez prospérer, attention à ne pas être un homme à femme. Et comme hélas, l'inverse est vrai aussi, attention à ne pas être une femme à amant. Parce que là où dans un couple il y a de l'adultère, il n'y aura pas de prospérité. Même si ça marche aujourd'hui, ça se gâtera demain. On ne peut pas construire une vie heureuse et durable si on n'est pas vrai. Et donc, priez l'un pour l'autre. Priez pour que l'homme garde, que Dieu garde l'homme, que Dieu garde la femme, et vice-versa. Et priez pour que les affaires de l'autre marchent. Priez pour que l'autre soit sage. Priez pour que l'autre prospère. Il faut aussi savoir qu'en temps de crise, il y a des choses qui ne marchaient pas avant qui se mettent à marcher. Je donne un exemple. Peut-être qu'avant, les gens, je ne sais pas, achetaient tout en ville parce que c'était à bon prix. Mais aujourd'hui, avec la crise, ils ont tendance à vouloir acheter les choses au marché pour avoir le meilleur prix. Pas au marché, au village plutôt, pour avoir de meilleurs prix. Vous allez souvent dans votre village, vous prenez votre voiture, vous allez dans votre village, peut-être passer le week-end, et vous revenez simplement. Mais quand en temps de crise, beaucoup de gens ont tendance à vouloir acheter plutôt à manger directement dans leur village, chose que vous devriez faire. Parce que si en temps ordinaire, vous achetez certaines choses simplement au marché, il faut apprendre qu'en temps de crise, il faut revoir vos approvisionnements. L'une des meilleures manières de gagner de l'argent dans les approvisionnements, c'est d'acheter en gros. Et dans la gestion de ménage sage, il faut éviter que l'homme donne l'argent, comme on dit, de la popote à la femme chaque jour. Je donne à la femme 1000 francs aujourd'hui, 2000 francs aujourd'hui, et chaque jour tu donnes 2000 francs. Non. Parce qu'admettons que tu donnes 2000 francs chaque jour, au mois tu donnes peut-être 60 000 francs. Elle va être obligée chaque fois d'acheter les choses en détail.
Et quand on achète en détail, on achète à proximité, on achète à petite quantité, on achète très cher. Si tu donnes, par exemple, 60 000 francs en gros à ta femme, elle sait si elle est sage, sinon j'ai déjà dit, trouve des personnes sages, des grands-mamans sages, des mères sages, des femmes sages, qui ont l'expérience. Parce que même acheter là, c'est un art. Faire du shopping, c'est un art. Le shopping, c'est pas entrer dans une boutique acheter, c'est pas aller dans un marché acheter. C'est identifier un certain nombre de produits, se balader à différents endroits, parfois sur plusieurs jours, plusieurs semaines, comparer les prix. Vous pouvez arriver parce qu'il y a ce qu'on appelle le dumping. Vous pouvez prendre un supermarché. Il sait que les produits que les gens regardent le plus quand ils viennent, c'est peut-être le sucre, le lait par exemple. Et puis je ne sais pas, par exemple, prenons ça. Donc quand vous arrivez dans un supermarché, les supermarchés le savent. Il y a certains produits que vous regardez immédiatement leur prix, que vous comparez au prix que vous avez ailleurs. Si ces prix-là, dans ce supermarché-là, sont moins chers, vous avez tendance à en conclure donc que ce supermarché est moins cher. Et vous commencez à faire tous vos achats là, sans plus faire de comparaison produit par produit. C'est une erreur. Parce qu'une des stratégies de marketing qu'on appelle le dumping consiste, sachant les produits du panier de la ménagère que les gens regardent le plus pour comparer, un supermarché qui est un bon spécialiste du marketing va sur des produits clés. Je ne vais pas donner de nom de supermarché pour ne pas créer des problèmes, mais va sur des produits clés que vous pourriez regarder, baisser ses prix, parfois même perdre un peu d'argent, ou en tout cas ne pas faire de marge. Alors vous allez voir des grands supermarchés, de grands noms. De nom, vous dites, ah, ils doivent être chers. Et vous arrivez là-bas, vous guettez 2, 3, 4 produits, vous voyez que, ah, par rapport à ces produits sont moins chers que tout le monde. Vous en déduisez que c'est un supermarché qui n'est pas cher, vous commencez à faire tous vos achats là. Attention, c'est une stratégie parfois. Quand vous allez commencer à comparer le prix des autres produits, vous allez réaliser que sur beaucoup d'autres produits, ils sont plus chers que les autres. Mais sachant les produits réflexes sur lesquels les gens font leur comparaison, un bon supermarché peut vous piéger en ayant sur ces prix-là des prix plus attractifs. Donc, celui qui est un bon, en griffe, amateur de shopping, peut savoir que quand il veut acheter du savon, il va à tel endroit. Quand il veut acheter du riz, c'est à tel autre endroit. Quand il veut du sucre, c'est plutôt à tel autre endroit. Quand il veut du lait, c'est à tel autre endroit. Évidemment, il faut aussi analyser, est-ce que c'est rentable de se déplacer tout le temps? Est-ce que juste pour gagner 200 francs sur un produit? C'est ça aussi la gestion financière. À côté de ma maison, j'ai quelque chose peut-être à 4200. Si je vais à Topa, je l'ai à 4000. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à Topa pour l'acheter à 4000, sachant que le transport de ma maison et Topa, si je devais prendre des millions, aller-retour, c'est au moins 1000 francs? Même si j'ai ma voiture, ou que j'ai ma moto et que c'est moi qui conduis pour y aller, et donc je ne réalise pas que je dépense mon essence et mon temps. Donc c'est comme si je n'ai pas payé. Mais il faut dire, si j'avais dû prendre des millions, est-ce que c'est rentable pour gagner 200 francs de plus d'aller à Topa? Parce que quand on dit d'acheter moins cher, ce n'est pas devenir paranoïaque sur les prix. Oui, The Big, je l'ai déjà dit plus tôt dans le direct, il y a des femmes qui ne savent pas gérer un budget. Il y a des femmes qui ne savent pas faire des approvisionnements. Il y a des femmes qui ne savent pas acheter. Il y a des hommes aussi qui ne savent pas acheter. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le direct, même si des gens comme Mariam, j'ai l'impression, ne l'ont pas bien compris. On n'apprend pas ça à toutes les femmes. Normalement, une bonne maman sait faire ça. Et elle apprend à sa femme, pas à sa femme, à sa fille avant qu'elle aille se marier. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de mamans qui ne savent plus ça. Et beaucoup de femmes, elles sont des femmes émancipées, on a des diplômes, on travaille, mais on ne connaît rien à la gestion d'un budget, on ne connaît rien à l'approvisionnement. Ces choses que je vous dis là, même faire du shopping là, c'est pas de se balader, gaspiller l'argent. C'est un art de savoir que telle chose, je les prends dans tel supermarché. Telle et telle, je les prends plutôt dans tel autre. Ah, par rapport aux haricots, on les trouve plutôt dans tel marché. Vous savez, tout ne s'achète pas forcément en ville. Vous pouvez décider que par exemple, une fois par année, vous faites votre stock d'haricots en allant par exemple une fois à Glasgow. C'est un exemple. La femme sait qu'elle a 60 000 francs, elle a 100 000 francs, son mari tous les mois. Elle sait qu'en telle saison, j'ai la grâce d'avoir une femme extraordinaire en ça. Elle sait que telle saison, elle a saison, telle chose coûte moins cher. Mais c'est comme pour pour ça, pourquoi les gens font la spéculation sur les produits vivriers. Un truc qui aujourd'hui peut coûter 10 000 francs, 3 mois, 4 mois après, va coûter 40 000 francs. Donc la femme sage n'achète pas cette chose-là tout le temps dans l'année. Quand c'est à 10 000 francs dans l'année, elle fait son stock de toute l'année. Elle est tranquille jusqu'à la prochaine fois, ça reviendra à 10 000. Donc, quand vous remettez par exemple l'argent en bloc à votre femme, elle n'est pas censée acheter un peu tous les mois. Elle est censée acheter, il y a des choses qu'on ne peut pas conserver longtemps, encore que avec ou sans congélateur, il y a des techniques traditionnelles pour faire par exemple des conserves traditionnelles, conserver des tomates, conserver beaucoup de produits qu'on a écrasés, de l'ail et qu'on sort. Il y a des techniques traditionnelles que nos grands-mamans connaissent et qui existent toujours, avec des trucs fermés, avec des bocals à vide. Il y a des techniques traditionnelles pour faire des conserves. Et acheter par exemple des tomates, il y a des saisons, il y a tellement de tomates que les tomates pourrissent même. Les tomates ne coûtent rien.
La femme sage, bien formée pour gérer son budget, qui n'est pas juste une féministe qui bavarde dans l'air, mais qui sait gérer sa maison. Mais c'est valable aussi pour l'homme célibataire ou l'homme qui veut s'impliquer dans cela. Connaît des techniques pour conserver les choses, et quand c'est la saison de l'année, où la tomate est à vil prix, il achetait qu'un stock de tomates pour toute l'année. Il fait son stock, et sait qu'il n'achètera quasiment plus de tomates avant plusieurs mois. Donc ce mois, peut-être, si c'est 60 000 francs, 100 000 francs de budget qu'ils ont, ils vont mettre une bonne partie de ça pour la nourriture, pour faire le stock de l'année en ça. Peut-être que c'est aussi la saison de telle autre chose qu'ils stockent. Peut-être que le mois prochain, c'est la saison des crevettes. C'est peut-être la saison du maïs. Ils vont acheter du maïs. Tel autre mois, c'est la saison du haricot. Donc, par exemple, moi, je suis un gestionnaire des approvisionnements. Dans les études de gestion, des études supérieures universitaires, il y a ce qu'on appelle la gestion de l'approvisionnement. Ce n'est pas un métier pour illettrés. Donc, une femme bien formée, si elle n'est pas bien formée, il faut trouver des gens qui se connaissent pour la former, doit connaître, par exemple, le pays. Il y a des endroits du pays où le poulet coûte 3 fois moins cher qu'ailleurs. Et si c'est pour aller acheter un poulet, ce n'est pas rentable. 2 poulets, ce n'est pas rentable. Mais si tu veux aller faire ton stock de poulet pour 6 mois, ça vaut le coup d'y aller, d'acheter tous tes poulets au tiers du prix, de venir, de les plumer, de les mettre au congélateur et d'en avoir la paix pour quasiment un an. Au lieu d'aller au marché, comme tout le monde, acheter le poulet 3 fois plus cher. Il y a des endroits où on achète le mouton. Il y a des endroits où on achète le bœuf. Et des endroits où on achète des œufs. Donc, surtout pas les temps de crise, déjà généralement. Mais à plus forte raison, pas les temps de crise, la personne sage doit développer. C'est pour ça, dans le plan de Dieu, l'homme est glibénou, qui va se battre pour gagner de l'argent. Mais la femme est l'experte qui gère ces choses-là. Ce n'est pas qu'elle est à la maison, elle va à l'école pour apprendre à calculer, pour raisonner, pour faire des approvisionnements. Mais elle est la patronne, la stratège, le ministre à la fois des finances, de l'économie, le premier ministre de la maison, qui s'occupe de toutes ces choses. Qui fait, vous allez voir ça dans le Proverbe 31. Regardez la fin du Proverbe 31. La Bible nous dit, elle va très loin acheter ces choses. Une femme peut dire qu'en certaines saisons, elle va au nord faire les approvisionnements de ci, de ça, de tel ibot, de tel. Elle a son temps pour l'année. Évidemment, son mari doit lui faire confiance et doit discuter ensemble. L'homme gagne l'argent, la femme doit, avec créativité, parfois avec ses servantes, avoir une planification pour gérer ces choses. Et là, je vous parlais d'opportunité. Quand vous commencez à faire les choses bien comme ça, c'est valable pour vous, mais ça peut devenir une source de revenus. Puisqu'il y aura toujours des femmes fainéantes et parfois ignorantes qui ne savent pas faire ça, qui sont là à Cotonou en train d'acheter des choses trop chères. Quand vous savez faire ça, et que pour que votre ménage vive aux meilleures conditions avec un bon pouvoir d'achat, vous êtes capable de sortir quand il le faut, d'aller où il le faut, vous connaissez les temps, les saisons, les cycles, et vous êtes capable de faire de bons approvisionnements. Vous êtes capable de ramener par exemple des produits alimentaires 2 fois, 3 fois moins chers que d'autres femmes le font en ville. Vous avez là maintenant une opportunité de commencer à vendre une partie de ce que vous ramenez aux autres. Si tu as besoin peut-être de 50 kilos ou de, je sais pas, de 10 kilos d'igname et que tu es sage, quand tu es en train d'aller au village à Savalo comme moi, tu sais que tu vas pouvoir ramener l'igname. Demande à tes collègues, demande à tes cousines, demande à tes amis, demande à tes belles-sœurs. Ah, je vais faire venir stock igname. Je vais l'avoir au prix du village. Ça coûte moitié moins cher que Cotonou. C'est un exemple. Hein? Supposons qu'à Cotonou, cette quantité d'igname aurait coûté 10 000. Au village, peut-être ça va te coûter 2 000 ou 3 000. Si tu l'amènes à Cotonou, même si tu livres aux gens à 6 000, ils sont en train d'être gagnants. Même si tu livres 7 000, ils sont en train d'être gagnants. La quantité d'igname que vous avez à 10 000 au marché, je peux vous la trouver à 7 000. Mais c'est que je veux faire venir un approvisionnement en gros. Si quelqu'un est intéressé, ça viendra à la fin de ce mois. Vous me donnez l'argent au plus tard le 25. Tu peux même réunir l'argent de tes collègues, de tes belles-sœurs, de tes amis, de tes clients. Tu es peut-être vendeuse de mèches. Tu en parles à tes clients que tu es en train d'aller faire un approvisionnement d'igname. Si ça intéresse quelqu'un, tu peux leur livrer ça à tel prix au lieu de tel prix au marché. C'est encore peut-être avec leur argent que tu vas prendre l'argent. Tu vas aller faire l'approvisionnement. Comme toi, tu connais la source. Tu prends ton véhicule ou tu prends un taxi. Il faut faire les calculs pour tenir compte de tous les coûts induits. Tu vas ramener ça. Tu auras ramené la nourriture moins chère pour ta famille. Tu auras amené un surplus que tu pourras vendre à toutes les personnes, prendre même des marges là-dessus. Tu auras transformé le fait qu'en situation de crise, tu veux optimiser tes approvisionnements en une opportunité qui te permet non seulement d'avoir optimisé tes approvisionnements, mais aussi de faire de l'argent en le vendant à d'autres personnes. Dans les temps de crise, il faut aussi apprendre à mutualiser les ressources. Je donne un exemple. Tu habites un quartier X et ton enfant est dans un quartier un peu plus loin Y. Tu as peut-être pris un chauffeur avec du carburant qui tous les jours prend le véhicule pour amener l'enfant à l'école. Déjà, il faut voir est-ce que c'est la seule manière de faire. Bon, on fait ça souvent parce que les parents ont envie de dormir un peu plus, de ne pas partir trop tôt. Mais en situation de crise, quand papa a moins de revenus, quand il y a des problèmes financiers, est-ce qu'on va continuer de payer un chauffeur? Est-ce qu'on va continuer de payer le carburant? Ça, moi, j'ai fait parfois l'expérience. On ne réalise pas, mais on met des grands budgets. Quand un chauffeur doit amener les enfants à l'école et ramener, ne faire que ça, surtout avec les têtes, nous vivons aujourd'hui, parfois c'est beaucoup d'argent.
Quand il y a des situations de crise, est-ce qu'on ne peut pas se réorganiser pour qu'un des parents, quitte à rentrer un peu plus tôt ou à rentrer un peu plus tard, fasse un peu la corvée d'aller chercher les enfants lui-même? Ce n'est pas des choses qu'on fait longtemps. Mais je vous donne juste des scénarios qui permettent de se réajuster. C'est comme le roseau. Quand il y a le vent, il y a la tempête. Si vous êtes un arbre qui ne plie pas, vous allez être cassé par la vie. Mais si vous, comme le roseau, vous savez plier, vous allez plier, le vent va passer, vous allez vous redresser. L'humilité vous permet de ne pas casser sous les coups de la vie. Donc il y a des saisons où il faut dire, bon, je ne peux plus me permettre un chauffeur. Je dépose le chauffeur, je dépose le gaspillage, que quelqu'un fasse les allers-retours rien que pour les enfants. Je m'organise pour, par exemple, amener les enfants moi-même à l'école, quitte à me réveiller un peu plus tôt. Je vais me coucher juste un peu plus tôt. Ou alors, parfois, je change d'école aux enfants. Quand je prends, par exemple, ceux qui sont à Calavi, on dit, bon, il n'y a pas d'école à Calavi, les gens sont à Calavi, ils amènent leurs enfants à Cotonou. C'était vrai, mais ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, il y a de bonnes écoles à Calavi. Mais manque de temps pour aller regarder, pour aller évaluer, pour bien s'assurer que c'est bon. On dit, bon, il n'y a pas d'école à Calavi. Et puis, on gaspille parfois. Quand j'ai fait le point, il y a des parents qui mettent 300, 400, 500 000 francs, rien qu'en frais d'essence de chauffeur. Si en plus c'est un véhicule qui est un peu amorti, qui va tout le temps chez le mécanicien, les parents n'ont pas idée des budgets qu'ils mettent parfois pour amener l'enfant à l'école. Parfois, la sagesse veut que tu déplaces l'enfant simplement, que tu le mettes dans une école qui est proche de la maison, où il peut aller à pied à l'école, il peut revenir tous les jours. Sur une année, c'est parfois des millions d'économies. Quand aussi c'est les temps qui sont durs, tout le monde veut mettre son enfant dans le privé, ça se comprend. J'ai été faire une conférence la dernière fois avec mon épouse à Boycon, quand j'ai regardé les résultats aux examens. Les meilleurs élèves de la ville étaient tous dans les écoles publiques, pas dans les écoles privées. Les pires résultats étaient ceux des écoles privées. Je ne dis pas que ce soit partout le cas, mais ce n'est plus vrai que systématiquement, ceux qui sont dans les écoles privées sont toujours mieux formés que ceux qui sont dans les écoles publiques. Et il y a certains endroits où ça n'a jamais été vrai. Après tout, c'est Dieu qui fait grâce. Quand vous êtes dans une saison, vous ne pouvez pas vous permettre une école privée. Il n'y a pas de honte à humblement mettre votre enfant dans une école publique. Au moins pour une saison, je le répète. L'humilité précède la gloire. Et Dieu dit que nous devons apprendre à nous humilier sous la main puissante de Dieu si nous voulons pouvoir être élevés au temps convenu. L'incapacité, quand la vie l'exige, de s'ajuster rapidement, va souvent nous créer beaucoup de problèmes. Apprenez à vous humilier. Et apprenez à vos enfants à savoir s'humilier. Ah oui, les enfants allaient à l'école, ils sont dans les écoles privées, je ne peux pas leur dire maintenant de venir dans le public. Non. Et les enfants, la vie ainsi faite, il y a des hauts et des bas. Quand Dieu nous bénit, profitons-en. Quand les temps sont plus durs, soyons humbles, rendons grâce à Dieu, remercions-le. Comme le dit Job, s'il a donné l'abondance, pourquoi il ne donnerait pas le manque? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, merci pour ce que tu as donné. Nous devons apprendre à nous réjouir de ce que nous avons. Vous devez apprendre à vos enfants à être heureux, quoi qu'ils aient. Si vous éduquez vos enfants en vous endettant pour leur donner un train de vie que vous n'avez pas, vous ne leur rendez pas service. Parce que dans ce monde où nous sommes, ils vivront des crises. Et si vous gérez les problèmes sans en parler avec vos enfants, pire, vous êtes un homme, vous n'en parlez pas à votre femme, vous allez attraper des AVC, des diabètes, des maladies pas possibles pour rien. Pourquoi vous voulez jouer le héros? Oui, vous êtes le héros de votre famille. Mais vous avez le droit et la responsabilité d'informer votre famille ce qui se passe pour qu'elle vous soutienne, pour qu'elle vous comprenne. Quand vos enfants savent que les temps sont difficiles, il y a des demandes qu'ils ne feront même pas. Et quand vous direz non à certaines demandes, ils comprendront. Mais si vous ne dites à personne dans votre famille qu'il y a des difficultés, que les temps ont changé, qu'il y a une crise économique, les enfants font leur requête, ils demandent des choses, ils veulent aller en vacances, ils veulent voyager, ils veulent ci, ils veulent ça. Même votre épouse va se faire plaisir, va demander des choses. Et vous, chaque fois, vous allez vous endetter pour le leur donner. Non, ce n'est pas sage. Quand vous en avez, d'accord. Quand vous n'en avez pas beaucoup, partagez la vérité avec votre famille et qu'ensemble, dans un mouvement, c'est ça aussi qui consolide les liens de la famille. Et je crois que c'est un devoir que nous avons à nos enfants, que nous devons à nos enfants, de leur apprendre que tout ça fait partie de la vie et qu'il faut apprendre à s'organiser et à vivre heureux. Si vos enfants, vous avez des filles, vous avez des garçons, ils doivent apprendre que dans la vie, il y a des crises. Ils doivent se rappeler comment papa a traversé la crise. Comment maman a traversé la crise. Avec quelle humilité, avec quelle créativité. Quand par exemple vous êtes dans une situation de crise, avant vous faisiez peut-être un goûter, la nourriture à vos enfants, ils amènent à l'école à midi, ils mangent. Et puis c'est tout. En situation de crise, peut-être que vous vérifiez, est-ce qu'il y a d'autres enfants qui viennent à l'école, qui doivent manger à l'école à midi? Oui. Ils ont l'habitude d'aller manger chez les vendeuses. Peut-être que votre fille, si elle est un peu créative, un peu entrepreneur, comme les miennes, bon, elles ne le font pas encore. Elles, c'est pendant les vacances, elles ont certaines activités qui ont hérité du virus de l'entrepreneuriat de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils aiment bien faire un peu d'affaires. Mais je donne juste des exemples. J'ai connu la fille d'un ami comme ça, qui s'est lancée dans la pâtisserie, que j'ai aidé, juste pour encourager l'entrepreneuriat chez les enfants.
Vos enfants ne peuvent pas apprendre que, au lieu que le matin ils se réveillent tôt pour faire leur repas, l'amener dans leur gamelle pour manger à midi, désormais quand ils vont faire leur repas, ils font peut-être le repas de 5 personnes. Parce que dans leurs camarades de classe qui restent aussi à l'école à midi, elles en ont identifié 4 qui sont prêts à manger ce qu'elles ont amené. Et donc, au lieu d'aller donner peut-être chaque midi 300 francs ou 500 francs à la vendeuse de nourriture, c'est plutôt à votre fille qui est entrepreneur ici, ou pourquoi pas à votre garçon qui est ici entrepreneur, c'est plutôt chez lui qu'ils vont acheter les repas. Et que votre enfant commence à développer la culture de l'entrepreneuriat, non seulement en amenant sa nourriture, mais en amenant de quoi vendre. Ça peut être aussi des sandwichs, ça peut être d'autres choses, ça peut être du bissap, ça peut être du jus de citron. Votre enfant peut aller à l'école en tant qu'écolier, tout en profitant de ses camarades pour faire son business, pour gagner de l'argent. C'est ça, bâtir un homme. Ce n'est pas juste l'amener à l'école, dire oui, avoir des bulletins, avoir son diplôme pour devenir chômeur. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Et c'est autant d'opportunités que nous donnent les temps de crise. Il faut aussi éviter tout ce qui est dépenses inutiles. Des choses comme des salons chers, des meubles chers, des téléviseurs chers, j'en ai parlé déjà un peu, des habits de grandes marques. Éviter, ce n'est pas du tout la saison, en tout cas si on veut être sage, même si vous gagnez beaucoup d'argent, je l'ai déjà dit d'entrée, mettez votre argent de côté pour construire votre maison. Ça ne sert à rien d'avoir un gros train de vie alors que vous n'avez même pas de maison. Il y a des gens qui ont un gros train de vie, dépensent de l'argent pour paraître, ils n'ont même pas de voiture. Ils dépensent de l'argent pour être heureux au quotidien, ils n'ont aucun investissement. Parce que être heureux, c'est avoir créé une chose revenue qui fasse que quoi qu'il en soit, vous savez que l'argent entre. Quand vous commencez à gagner de l'argent, ne changez pas votre train de vie, maintenez votre train de vie et dégagez des suppléments pour faire des investissements. Investissement, ça, je vous prépare un direct sur les investissements. De sorte qu'en dehors de votre salaire, vous savez que chaque mois, j'ai de l'argent qui revient de loyer, j'ai de l'argent qui revient de telle action, j'ai de l'argent qui revient de telle obligation, j'ai de l'argent qui revient de tel taxi, j'ai de l'argent qui revient de telle chose. C'est des exemples. Quand vous créez des sources de revenus comme ça, qui font que quoi qu'il en soit, même si vous ne travaillez pas, de l'argent arrive, vous pouvez maintenant prendre une partie de cet argent qui arrive là pour faire un bon train de vie. Mais quand vous n'avez aucune source de revenus, vous ne pouvez pas prendre tout ce que vous gagnez au quotidien pour aller louer un appartement de 350 000 francs, alors que vous n'avez même pas de maison. Et elle a une sagesse que nous devons être capables d'avoir. Je pense que je vais essayer de m'arrêter là. Je voulais faire un direct assez court. On va certainement revenir sur ce sujet. Je vais regarder si peut-être vous avez des questions. Je vais y répondre rapidement. Mais j'ai voulu vous dire que, 1, c'est normal. 2, il y a des hauts et des bas. Et notre sagesse pour gérer les bas nous qualifie pour les hauts. En couple, on doit pouvoir être conscient des enjeux, avoir une vision commune, s'entendre et faire un budget familial, vivre dans notre budget, en dessous de notre budget, dégager des marges pour faire de meilleures sources de revenus, faire preuve d'humilité pour s'ajuster, faire preuve de créativité parce qu'il y a plein d'opportunités. Les temps de crise sont des temps d'opportunités. Je vous en ai donné quelques-uns. Par exemple, pendant les temps de crise, on peut mutualiser des choses. Supposons que dans votre maison, vous avez un grand jardin. Vous avez par exemple une tondeuse à gazon. C'est un appareil qui coûte quand même un peu cher. On l'achète, parfois on va l'utiliser une fois par mois ou 2 fois par mois. Mais vous avez peut-être d'autres voisins. Vous pouvez poser votre question, Demox. Vous allez peut-être l'utiliser 1 ou 2 fois par mois. Donc vous avez d'autres voisins qui en ont besoin aussi, qui peut-être vont devoir soit aller le louer quelque part, soit payer un jardinier qui va le louer pour venir le faire, soit peut-être aussi gaspiller de l'argent pour acheter une tondeuse à gazon. Parfois, vous pouvez simplement contacter vos voisins, évidemment, si vous avez de bonnes relations avec eux, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas, et leur dire, moi j'ai une tondeuse à gazon. Si jamais vous en avez besoin, soit vous le leur louez à un tarif sympathique, et ils savent qu'au lieu d'aller le prendre ailleurs, ils viennent le louer chez vous moins cher, ça vous permet d'amortir votre investissement, au lieu qu'il soit là pour n'être utilisé que 10 fois dans l'année alors qu'il a coûté ce qu'il a coûté. Ou alors, vous faites aussi ce qu'on appelle des échanges de bons services. Peut-être que vous avez, par exemple, une tondeuse à gazon, lui n'en a pas. Quand lui doit tondre son gazon, il vient prendre votre tondeuse à gazon et vous la lui prêtez simplement. Peut-être que lui, il a peut-être, je ne sais pas, un groupe électrogène. Quand il y a coupure de courant, quand on démarre un groupe, globalement, la quantité de carburant que va consommer le groupe est pareille, quel que soit ce qui est dessus. Qu'on ait dessus 10 lampes ou 20 lampes, c'est une manière de parler, hein, c'est à peu près, à peu de choses près la même consommation. Vous pouvez par exemple vous entendre pour que votre voisin n'achète pas un groupe et que vous achetez un groupe, que l'un d'entre vous achète un groupe, ou que vous mettez ensemble pour acheter un groupe, mais que vous câblez vos 2 maisons là-dessus. Et que quand il y a coupure de courant, chacun a son compteur normalement, paye ses factures d'électricité pour qu'il n'y ait pas de conflit. Mais en cas de coupure de courant, quand on est juste dans le dépannage, quand le groupe démarre, vous vous entendez pour partager par exemple les frais de gasoil, vous avez partagé le frais d'acquisition au lieu d'aller dépenser chacun peut-être 1 million pour acheter un groupe électrogène. Chacun d'entre vous n'a sorti que 500 000. Vous avez un groupe qui est pour vous deux, vous partagez les frais d'entretien, vous partagez le gasoil, et vous avez tous les deux du courant quand il y a coupure. C'est des choses qu'on peut faire entre voisins.
Vous avez votre enfant qui va dans une école à une certaine distance, votre voisin a peut-être son enfant dans la même école. En général, votre chauffeur prend votre voiture, amène votre enfant et le ramène le soir. Votre voisin fait la même chose. Pourquoi vous ne vous entendez pas pour que le chauffeur de l'un d'entre vous amène tous les enfants et les ramène? C'est juste une manière de vous donner quelques exemples de comment, en temps de crise et d'épreuve, on peut faire preuve d'un certain nombre de sagesse, de créativité pour vivre bien la crise, pour demeurer béni dans la crise, pour même prospérer dans la crise et parfois pouvoir dire il y a eu la crise, mais Dieu l'a fait transformer en bénédiction pour nous. Alors je regarde rapidement les questions. Demox demande, est-ce que je suis toujours dans l'immobilier? Non, je ne suis plus toujours dans l'immobilier. Je suis resté très très longtemps dans l'immobilier. J'y ai fait beaucoup de merveilleuses choses, mais ça va faire maintenant quasiment presque 9 ans que je ne suis plus dans l'immobilier. J'ai d'abord cédé la gérance et après j'ai cédé complètement l'entreprise. Donc aujourd'hui, je ne suis plus du tout acteur de l'immobilier. Évidemment, j'ai toujours une grosse expérience dedans. J'ai toujours un réseau relationnel important dedans. Je connais beaucoup de gens dedans. Il y a des gens qui m'appellent, qui me demandent conseils. Je leur donne toujours des conseils si je peux, mais je ne suis plus du tout acteur de l'immobilier. Je n'ai plus d'agence immobilière. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu à temps plein. Et mon ministère en tant que serviteur de Dieu n'est pas que de prêcher la parole de Dieu pure et dure de Alléluia. C'est de prêcher la sagesse de Dieu pour aider les gens à réussir dans tous les domaines de leur vie personnelle, leur couple, leur santé, leurs affaires, l'entrepreneuriat, bref, aider les gens. C'est pour ça que mon ministère s'appelle le Centre Jésus pour réussir. Utiliser la sagesse de Dieu et les expériences que Dieu m'a données dans la vie pour aider les gens qui craignent Dieu, qui veulent marcher dans la crainte de Dieu à réussir. Voilà ce que je fais aujourd'hui à temps plein, partout où on m'appelle pour le faire. Voilà ce que je peux te répondre, Demox. Alors, David lui dit, une femme qui souhaite la chute financière de son mari ne réussira pas au nom de Jésus, ça c'est clair. Évidemment, maintenant il faut aller voir de quoi il s'agit. Dans un couple normal, ce n'est pas censé être le cas. Mais parfois les hommes le méritent. Parfois les hommes ne sont pas honnêtes. Et donc dans certaines circonstances, même si ce n'est jamais encouragé, les femmes qui se retrouvent à souhaiter le malheur financier de leurs hommes ont parfois des circonstances atténuantes. Mais ce n'est pas souhaitable. Le pire, c'est que la Bible dit toute malédiction sans cause sera sans effet. Mais la malédiction qui a de la cause ou qui a une cause aura de l'effet. Quand vous êtes un coureur de jupons, un adultère, vous méprisez votre femme, vous n'assurez pas le minimum à la maison, vous ne vous occupez pas bien de vos enfants, vous mettez vos enfants dans les mauvaises écoles, vous n'investissez pas dans le bien-être de vos enfants, votre femme, vous ne vous occupez jamais de la sortie, pas de son bien-être, pas de plaisir, pas de cadeau. Pendant ce temps, alors que c'est elle qui gère vos enfants, qui gère votre vie au quotidien, qui supporte toute la pression, vous faites des dépenses de 10 fois cette valeur là pour des maîtresses, eh bien, si votre femme vous maudit et prie les genoux à terre, dit Seigneur, il faut, si c'est parce qu'il a de l'argent, que je n'ai pas mon mari, qu'il est en train de faire de la débauche dehors, empêche-le d'avoir de l'argent, je suis désolé, Dieu va l'exaucer. Et donc, attention à ce que nous faisons quand nous sommes des hommes aussi. Donc oui, Dieu exauce non seulement les prières ainsi, mais Dieu va parfois même sans que quelqu'un ait prié. Parce que parfois la prière, c'est ce que nous disons, mais parfois c'est juste un cœur. Une femme qui simplement, elle a été honnête. Surtout, le pire, c'est quand la personne frustrée est honnête. Si, comme dans beaucoup de couples, l'homme trompe la femme aussi trompe l'homme. Et maintenant, la femme reste quelque part pour dire, oui, mon mari, il faut que ses affaires échouent parce qu'il me trompe. Dieu ne va pas les exaucer. Mais si vous avez une femme qui craint Dieu, qui est honnête, qui prie pour vous, qui souhaite votre bonheur, qui vous êtes 100% fidèle, vous la méprisez, vous lui manquez de respect, vous la trompez. Et soit elle dit, soit même elle n'a pas dit, mais elle se dit au fond de son cœur, Seigneur, c'est parce que j'ai prié, maintenant il est béni, qu'il est en train de faire tout ça, et quelqu'un d'autre est en train d'en profiter, moi je souffre ici. Ce seul cœur-là, d'une personne sincère devant Dieu, suffit à ce que Dieu bloque vos affaires. Donc oui, je suis désolé de vous le dire, mais Dieu exauce bel et bien ce genre de prière. Toute malédiction sans cause sera sans effet, mais la malédiction qui a une cause aura bel et bien de l'effet. Ok, salut, tu es à Djeribé. D'accord, shalom à tous ceux qui sont à Djeribé là-bas. Non, je crois que j'ai répondu. Alors, Idéal dit, qu'est-ce qu'on peut investir au Bénin actuellement? Comme j'ai dit un peu plus tôt dans le direct, je vais faire un direct sur cette question-là. C'est une question importante qui était dans les prochains jours ou semaines. Je vais certainement faire un direct sur la question de c'est quoi l'investissement, comment investir pour ne pas se faire escroquer, comment gérer ses investissements, comment rentabiliser ses investissements et qu'est-ce qu'on peut faire comme investissement selon qui on est parce qu'il y a différents profils d'investisseurs, différentes attentes, différents
capitaux, différentes personnalités, différentes phases de vie. Celui qui a 60 ans n'investit pas comme celui qui a 20 ans. Celui qui est riche n'investit pas comme celui qui est pauvre, mais les deux peuvent investir. Celui qui a du temps pour gérer ses investissements n'investit pas comme celui qui est occupé par son travail, qui veut juste faire travailler son argent. Celui qui est dans un pays où il y a des bourses et beaucoup de marchés financiers dynamiques et beaucoup de produits financiers n'investit pas comme quelqu'un qui est quelque part où il n'y a pas de tels produits financiers. Il y a beaucoup de choses dans l'investissement, donc je ferai un direct spécifique sur cette question-là. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je ne voulais pas faire un direct trop long aujourd'hui. Je vous rappelle à vous qui nous suivez que si vous souhaitez, parce que vous allez retrouver, je vais vous l'afficher, vous avez sur notre page YouTube, sur notre page Facebook, sur notre page SoundCloud, vous avez pas mal de vidéos. Il y a toute une playlist consacrée à de nombreux enseignements sur le couple et la famille. Vous en avez pour l'entrepreneuriat, vous en avez pour beaucoup de choses. La foi, écouter Dieu et discerner qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. Il y a beaucoup d'enseignements, comment même traverser les temps de crise, comment doubler son chiffre d'affaires dans une affaire ou dans une entreprise, dans un commerce, quand on est dans des temps de crise. Donc, il y a pas mal de choses que vous allez retrouver sur nos différentes pages. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme la connexion Internet, justement, on parle des temps de crise, c'est aussi l'une des choses qui coûte le plus cher. Nous avons, au niveau de la Fondation Edgar Guidibi, un partenariat avec l'opérateur GSM MTN. Et donc, nous pouvons offrir aux membres de notre communauté, donc vous qui suivez nos audios, nos vidéos, qui êtes dans nos groupes WhatsApp, vous allez avoir au niveau de bit.ly/ alors, femme dit à quand le prochain live. D'accord, je vais vous le dire dans quelques minutes. Donc, vous allez pouvoir, quand vous regardez, je vais vous le mettre, vous qui êtes sur TikTok, je vous mets le lien de mon bio. C'est bit.ly/m/Edgar Guidibi. Alors, à ce niveau-là, vous allez avoir les liens vers tous mes réseaux sociaux et de nombreux groupes WhatsApp sur différents sujets, intelligence artificielle, astuces, conseils, cuisine, couple. Il y a des groupes où on a des avis de recrutement, des conseils pour les entrepreneurs, pour le leadership. Il y a pas mal de choses. Vous allez pouvoir profiter de toutes ces ressources-là au niveau de notre bio là. Vous avez accès à ça. Vous avez là aussi le lien vers mes pages YouTube, Facebook, SoundCloud. SoundCloud, il n'y a que les audios, donc ça consomme moins de données. Mais si vous pouvez profiter de toutes ces ressources, parfois même je vais relayer des films et des choses comme ça, nous pouvons vous offrir des connexions Internet moins chères, c'est-à-dire le gigaoctet de données Internet à 350 francs CFA au lieu de quasiment 1000 francs dans le tarif normal. Donc, pour des raisons pratiques, ce n'est pas quelque chose que nous gérons à l'intérieur de la fondation, mais dans le cadre d'un partenariat avec MTN, il y a un prestataire extérieur qui sert ces forfaits Internet-là aux membres de notre communauté. Donc, si vous avez l'habitude de nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, TikTok, dans les directs comme ça, vous êtes notre communauté, des gens qui sont dans le groupe WhatsApp, des gens qui nous écoutent, vous avez le droit d'avoir donc par ce service-là la connexion Internet 1 giga pour 350 francs. Vous pouvez avoir 2 gigas, 5, 15, 25, 50, 100, autant que vous voulez. Le tarif, c'est toujours 1 giga pour 350 francs CFA. Et si vous êtes intéressé, comme cela s'affiche là, en ligne, sur Facebook et YouTube, le numéro c'est le 60 75 46 46. Donc je vais écrire pour vous qui êtes sur TikTok, 1 giga Internet sur MTN à 350 francs. Donc, il faut contacter par WhatsApp le 60 75 46 46. C'est un partenaire de la Fondation Edgar Guidibi que nous avons agréé pour pouvoir vous servir ces connexions Internet. Et dans quelques jours, nous allons vous rendre disponible aussi, toujours en partenariat avec MTN pour notre communauté, des forfaits d'appel illimité pour 1500. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en couple, vous allez avoir un code, je peux même vous le donner, ça doit être le étoile 159, étoile 102 dièse, si je ne me trompe pas. Vous pouvez déjà essayer, étoile 159, étoile 102 dièse, mais je vais vérifier, je vous le confirmerai dans mes prochains directs. Vous activez ça, ça va vous débiter 1500 et vous allez avoir pendant 30 jours appels et SMS illimités vers tout autre membre de notre communauté. Donc, supposons que vous activez ça
et que votre épouse aussi active ça, vous allez pouvoir appeler en illimité pendant tout le mois votre épouse pour seulement les 1500 francs. Pareil pour les SMS. Si vous êtes dans une église, par exemple, tout fidèle l'église qui active le même code, vous allez pouvoir l'appeler en illimité. Si vous êtes dans une entreprise, vous faites activer ça à vos collaborateurs, chacun pour 1500 par mois, vous allez pouvoir vous parler en illimité. Donc, c'est une option qui permet que les gens puissent se parler en illimité pour 1500 pour les membres de notre communauté. L'avantage, c'est quoi? Certains d'entre vous m'appellent ou m'écrivent. Bon, les appels, je reçois peu d'appels, je préfère les messages WhatsApp. M'écrivent des messages WhatsApp me posent des problèmes. J'ai envie de les conseiller, par exemple. Mais parfois, envoyer des audios n'est pas le plus pratique. Parler par les appels WhatsApp, ça va, mais la connexion n'est pas toujours bonne. Avec ça, si vous êtes membre de la communauté, vous activez simplement pour 1500 ce forfait d'appel limité. Je peux vous appeler, vous pouvez m'appeler, on peut parler si on veut toute la nuit, on peut parler pendant 3 heures de temps pendant que je vous conseille. Ça ne vous coûtera que les 1500 et ça vous coûte 1500 pendant 30 jours. Voilà un peu des choses pratiques et c'est dans l'esprit que je dis, même si on n'a pas beaucoup d'argent à vous donner, parce que comme on dit, chacun de nous gère ses défis, avec un peu de créativité, on peut faire de grandes choses. Donc, Internet, aujourd'hui, je vous ferai un direct là-dessus. Vous pouvez, quand vous avez une bonne connexion Internet, ne pas sortir de votre maison. Il y a beaucoup de courses qu'on fait qu'on n'a plus besoin de faire. Vous savez utiliser Internet, vous allez identifier des choses, même comparer des produits sans dépenser un franc. Vous allez commander pour 500 francs, le livreur va vous livrer. C'est moins cher que de vous déplacer, de gaspiller votre argent, de tomber dans les contrôles de police qui vont vous prendre de l'argent, de devoir payer. On peut faire des économies de transport énormes à partir de notre téléphone aujourd'hui et avoir mieux. Vous voulez faire des entretiens, vous voulez négocier des affaires. Vous pouvez même envoyer quelqu'un au marché, faire du shopping pour vous avec un WhatsApp vidéo. Il vous montre ce qu'il est en train de voir, vous comparez les prix, vous pouvez négocier avec les gens. C'est terrible ce qu'on peut faire aujourd'hui. Sans compter qu'aujourd'hui, on peut avoir des formations en ligne, avoir des diplômes. Des gens me disent parfois, je n'ai pas d'argent pasteur pour payer l'université. Je leur donne des sites où ils peuvent faire des formations américaines, françaises, canadiennes, de haut niveau, gratuitement et être diplômés. Mais pour faire tout ça, il faut avoir de l'Internet. Donc je dis aujourd'hui, si moi je dois choisir entre économiser de l'argent, bien mettre de l'argent de côté pour au moins me déplacer ou pour avoir l'Internet, je préfère ne pas avoir un fonds pour me déplacer, mais être connecté. Je peux être en France, je peux être au Canada, je peux être au Mali, je peux être au Ghana, je peux être n'importe où dans les nouveaux pays où je vais et je peux gérer. Des fois, je suis par exemple avec mon petit frère dans le même pays. On peut par exemple être tous les deux au Canada. On travaille tous les jours ensemble. Pendant 6 mois, on ne se voit pas. Mais c'est comme si, quand on se croise, c'est comme si on s'était vu hier. Parce que tous les jours, on travaille simplement à partir de nos téléphones, de nos ordinateurs, des vidéoconférences. Il y a tellement d'outils pratiques, mais tout ça a un point commun. Internet. Si l'Internet doit coûter ce que ça coûte là, c'est difficile de s'en sortir. Mais quand tu as l'Internet à 353 le giga, oui, si toi-même tu n'es pas un peu paresseux, tu te fais une bonne connexion, 10 gigas, 15 gigas, 20 gigas, puis tu sais que tu n'hésites pas, tu profites de l'Internet, tu apprends, tu travailles, tu trouves des clients. Et justement, j'ai dans mes groupes WhatsApp au niveau de bit.ly/m/edgarguidibi, vous allez voir un groupe sur l'intelligence artificielle. Je donne de nombreuses ressources dedans. Même il y a des ressources qui vous permettent, comme vous avez votre CV, de leur soumettre votre CV et l'application postule automatiquement des emplois pour vous dans le monde entier. Vous savez que vous pouvez être au Bénin et avoir des contrats de travail dans différents pays du monde. Vous allez travailler depuis le Bénin à partir de votre téléphone, de votre ordinateur et tous les jours ou régulièrement, vous allez avoir des revenus qui viennent de l'extérieur. Évidemment, parfois, ça va vous demander de pouvoir collecter de l'argent à l'extérieur, pas des choses comme PayPal. Là aussi, on peut vous aider. Et d'ailleurs, si vous êtes de ceux, c'est l'occasion encore de remercier vous qui nous aidez beaucoup ou qui nous soutenez dans notre ministère. Sur place, vous pouvez toujours nous faire vos offrandes par MTN Momo, donc le 66 64 64 64. Si vous préférez avoir un Momo Pays, c'est le 110 140, donc pour la Fondation Edgar Guidibi. Mais justement, vous qui êtes à l'extérieur, qui voulez nous faire des dîmes, nous faire des offrandes, nous soutenir, ainsi de suite, vous pouvez simplement aujourd'hui aller sur le lien PayPal. Je vais vous le mettre, vous qui êtes sur TikTok, vous utilisez le lien paypal.me/Edgar Guidibi. Où que vous soyez dans le monde, avec ce lien-là, vous pouvez, par n'importe quel moyen de paiement, Momo, les cartes de crédit n'importe où, dans n'importe quel pays, arriver à nous faire des dons, des offrandes, ou tout ce que vous voulez. Et si vous êtes en local au Bénin, c'est le 66 64 64 64. Si vous êtes plus du genre Move, c'est le 64 11 11 11. Vous l'avez qui s'affiche. Donc voilà, vous pouvez déjà profiter donc des connexions Internet. Je rappelle, j'avais déjà mis le prix pour les gigas de connexion Internet là. C'est 1 giga 350 francs
Et le numéro de téléphone, pour ça, vous l'avez, c'est le 60 75 46 46. 60 75 46 46. Laissez-moi vérifier pour vous confirmer en même temps le code. Ah, vous voyez, je me suis trompé. Oui, c'est bien. Alors, le code, c'est bien étoile. Le code pour avoir à 1500 francs les appels illimités. Je le mets pour les gens qui sont sur TikTok, imité sur MTN, dans notre communauté, comme je l'ai expliqué, pendant 30 jours. C'est appel et SMS illimité. Alors, le code, c'est étoile 159 étoile 102 dièse. Donc, je vous le mets aussi pour vous qui êtes en ligne. Je vais le mettre en commentaire. Donc, pour avoir 1500 francs, 30 jours d'appel illimité, donc d'appel et SMS illimité pour notre communauté. Donc, si vous voulez par exemple pouvoir joindre un proche, il suffit que vous le fassiez tous les deux. C'est sur MTN. Et donc, le code, je vous le mets, c'est étoile 159 étoile 102 dièse. Voilà pour pouvoir profiter des appels et SMS illimités, pour m'appeler, pour appeler n'importe qui est dans la communauté. Et pour le 1 giga, là je vais vous l'afficher peut-être aussi, 1 giga internet sur MTN, valable 30 jours, hein, attention, le giga, même à 350 francs, est valable 30 jours. C'est 350 francs, vous contactez par WhatsApp le plus 229 60 75 46 46. J'espère qu'avec tout ça, il nous sera facile de communiquer, il nous sera facile de profiter de toutes les ressources que nous avons là pour vous. Dernier cadeau pour vous tous qui êtes en ligne, il y a un de nos enfants spirituels qui me suit beaucoup et qui m'a offert des bons cadeaux de pressing. C'est-à-dire que si vous aimez envoyer vos affaires au pressing, je vous offrirai un bon cadeau. Vous me dites combien vous avez l'habitude de dépenser quand vous allez au pressing à la fois, et je vous offrirai un bon cadeau à peu près de cette valeur-là. C'est un pressing qui couvre la zone de, disons, Akasato, Calavi, Cotonou, jusqu'à Pau, jusqu'à Apapa, Ekpe à peu près. Et ils viennent chercher. Vous les appelez simplement, ils envoient leur livreur prendre vos effets. Ils font le pressing que vous avez demandé. S'il y a des petites réparations, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est que si vous avez un bouton qui est enlevé, vous le remplacent. S'il y a des petites déchirures, ils font des petites coutures de réparation quand c'est nécessaire, gratuitement. Et ils vous font votre pressing total et ils viennent vous relivrer. Donc, vous pouvez être même à Papa et les prendre alors que je crois que leur siège doit être à Calavi. Moi, je n'ai jamais été à leur siège. Je connais leur siège, mais je ne me suis jamais déplacé pour amener des affaires. Quand je passe un coup de fil, on m'envoie quelqu'un prendre le linge, on le traite, on me le ramène. Et je connais cette personne depuis des années, c'est un de ceux qui me suivent. Et donc, il m'a offert des bons. Je peux vous offrir des bons pour du pressing. Donc, si quelqu'un parmi vous qui me suivez en direct ou vous qui nous suivrez en différé, vous êtes intéressé à avoir des bons de pressing, vous me contactez en privé. Je rappelle mes contacts, c'est le 66 64 64 64. Vous me contactez simplement, vous me dites, pasteur, je suis intéressé par le pressing. Et je vous dirai comment je vous donne un bon et vous pourrez profiter des services de ce pressing-là. Voilà, je crois que vu l'heure qu'il est. Alors, les liens pour les formations. Je vous remets le lien bit.ly/m/Edgar Guidibi. Quand vous allez là-bas, vous allez voir les liens vers mon... Bon, je vous le mettrai aussi, je vous mets aussi ma page YouTube. Vous avez beaucoup de formations sur mon YouTube, youtube.com/Edgar Guidibi. Vous avez, si vous préférez avoir ça en audio, vous avez ma plateforme SoundCloud où je mets tout ce qui est mis sur YouTube, mais en version audio. C'est soundcloud.com/Edgar Guidibi.
je vous le réaffiche une dernière fois pour vous qui êtes en ligne sur les autres plateformes. Voilà, j'essaie de voir si j'ai pas manqué un commentaire important. Si vous avez envie de nous contacter, n'hésitez pas. 66 64 64 64 par WhatsApp de préférence. Et je pense que nous avons fait le tour de la question. Voilà, quelqu'un m'a demandé le prochain direct. Alors, mes directs, c'est normalement les samedis soirs à partir de 22 h sur les questions de couple et d'amour, tous les samedis à partir de 22 h. Il arrive parfois qu'exceptionnellement, je n'arrive pas à les faire, mais en général, c'est samedi à partir de 22 h. Ensuite, les jeudis, je suis censé faire vers 13 h un direct sur les questions professionnelles quand j'ai un peu de temps. Les dimanches, le premier et le troisième dimanche de chaque mois, je fais souvent à 17 h 30 un enseignement de 2 heures de temps qui s'appelle La Chapelle des Leaders, qui est un enseignement sur la réussite avec Dieu. Voilà un peu, parfois, quand j'en ai l'énergie, je fais encore un direct les dimanches soirs vers 21 h. Voilà, parfois aussi je fais un direct les dimanches matin. Il y a des jours où je fais trois directs les dimanches. Un vers 13 h, un à 17 h 30 et un autre vers 22 h. Donc voilà un peu. Mais quand vous êtes sur TikTok, rassurez-vous, tout ce que je fais comme direct reste. Shalom Ness Adja, comment vas-tu? Du Sénégal, content d'avoir de vos nouvelles. Donc tout ce que je vous donne là, même quand vous êtes sur TikTok, vous le retrouverez sur ma page YouTube, youtube.com/EdgarGuidibi. Vous le retrouverez sur ma page Facebook et vous le retrouverez sur ma page SoundCloud. Vous les avez, mais vous coûtant moins cher en données parce que là c'est un audio. Donc vous pouvez retrouver, il y a des playlists qui sont organisées selon les thématiques. YouTube pour ceux qui préfèrent les vidéos et SoundCloud pour ceux d'entre vous qui préfèrent les audios. Que ce soit sur TikTok ou vous qui êtes en ligne, vous pouvez retrouver cet enseignement et les autres. Voilà, je vais prier pour vous. J'en profite pour remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu et vous remercier vous-même qui, parfois, vous n'êtes pas encore nombreux à cet effet, mais vous êtes quand même un certain nombre du Bénin comme de l'extérieur à nous soutenir parfois diversement par vos dons volontaires parce qu'aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu à temps plein. Dieu ne m'autorise plus trop à vendre mes services comme avant. Avant, je faisais des formations à des millions et tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu me demande de bénir les gens, de le laisser me bénir. Donc aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais à temps plein dans le service de Dieu. Et donc, c'est toujours un grand plaisir d'avoir des gens qui comprennent cela et qui honorent Dieu en nous soutenant. Donc, si vous êtes de ceux-là, je prie pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Il a dit qu'il ne doit rien à personne, ceux qui sèment récolteront. Il nous bénit selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Il dit qui sème peu récolte peu, mais qui sème beaucoup récolte beaucoup. Et tous les jours, quel que soit le besoin, il a promis dans 2 Corinthiens 9 au verset 8 qu'il pourvoira ce qu'il nous faut avec des suppléments pour de bonnes œuvres. Il dit que quand nous l'honorons en plus de nos 10 000 chasses dévoreurs, il ouvre les écluses du ciel sur nous. Je prie qu'il en soit ainsi pour vous et que Dieu vous bénisse. Je prie qu'il bénisse vous tous qui avez suivi ce direct, vous tous qui le suivrez en différé, qui donne que cela porte des fruits dans votre vie, que vos couples soient bénis. J'invoque le sang de Christ Jésus sur vous, afin que tout éventuel sujet de discorde, de frustration, toute chose qui aurait tendance à tiédir vos relations soit balayée par le nom de Christ Jésus, que vos couples connaissent un printemps, que la grâce et la faveur de Dieu y soient manifestées, que l'amour soit restauré, que la confiance soit restaurée, que le Seigneur par son esprit vous guide afin que vous soyez confiants l'un envers l'autre, que vous soyez intimes non seulement au niveau physique, mais au niveau spirituel, au niveau aussi de la vision, afin qu'ensemble vous traversiez heureux, victorieux, les temps d'épreuves et de crise et que vous en sortiez plus que vainqueurs. Je prie que comme Isaac, qui a semé en temps de crise et qui a prospéré, Dieu honore particulièrement ceux d'entre vous qui sèment dans leur propre vie, qui sèment dans le bonheur des autres et qui sèment dans l'œuvre de Dieu, que ce soit avec nous, avec d'autres, que le Seigneur vous bénisse particulièrement, que comme Isaac, il vous rende riche, très très riche et que vous soyez fort riche. Demeurez bénis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que cet enseignement, comme les autres, soit vraiment une source de bénédiction pour vous. Si quelqu'un est là sans son conjoint, transmettez mes amitiés à vos conjoints, que Dieu vous garde et vous bénisse. Très bonne nuit à vous. Et à la prochaine. En attendant, vous avez nos enseignements qui sont sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à en profiter, à les consommer sans modération. Si vous voulez me contacter, c'est le WhatsApp 66 64 64 64 au Bénin. Donc plus de 129 66 64 64 64. Et si vous êtes de ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez utiliser aussi pour le Bénin MTN Momo sur le 66 64 64 64. Si vous êtes à l'extérieur, paypal.me/EdgarGuidibi. Cela vous sera facile en un seul clic. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. À très très bientôt.